Bonjour et bienvenue dans ce webinaire dont l'objectif aujourd'hui sera de poser les bases et les fondements d'un système de trading. Alors, objectif qui de prime abord peut peut-être sembler un petit peu ambitieux, mais qui est absolument capital. C'est-à-dire que je vais m'attacher à vous décrire quels sont les principes, le fondement et la logique d'un système de trading et bien sûr des stratégies de prise de position qui en découlent. Les principes qui vont vous être exposés sont applicables quelle que soit votre approche actuelle des marchés, quels que soient les outils que vous utilisez. Et je pense, enfin ça vous me direz, mais il est très probable que si vous les intégrez à votre système de trading, et si vous ne les connaissez pas, il est très probable que ces méthodologies vous permettent d'améliorer sensiblement votre approche des marchés. Alors des marchés, quels sont les marchés? Évidemment, moi je traite les actions, les indices, c'est applicable aussi au forex, aux matières premières, mais aussi, ce qu'on fait assez rarement d'ailleurs, au SICAV, fonds communs de placement, et ainsi de suite, que l'on retrouve dans les PEA ou dans les assurances vie. Et en fin de webinaire, je vous présenterai rapidement des outils que j'utilise personnellement et que j'ai développés au cours des 25 dernières années pour exécuter justement ces stratégies et ces prises de position sur les marchés. Alors donc je me présente ultra rapidement, donc je m'appelle Gilles Leclerc, ça fait comme je viens de le dire 25 ans que je travaille sur les marchés financiers. Je suis trader pour compte propre, c'est mon activité, c'est mon gagne-pain. Certains d'entre vous me connaissent peut-être car j'interviens régulièrement sur la bourse au quotidien où je suis analyste technique, où je propose chaque semaine d'ailleurs des plans de trade qui pourront vous donner des idées si vous voulez bien les regarder. Généralement sur des actions, sur des large caps ou des indices. Je suis aussi assez présent sur un site qui s'appelle Univers Bourse où je suis analyste depuis de nombreuses années, on les compte plus. Voilà, donc mon horizon de trading s'étend du long terme, donc gestion des fonds assurance vie, ou moyen terme, généralement pour la gestion d'un PEA, jusqu'à l'intraday que j'exécute régulièrement pour m'amuser, 2-3 jours par semaine. Donc on va être direct, on va rentrer dans le vif du sujet, vous allez voir je vais essayer d'être le plus pragmatique et le moins théorique possible, de toute façon c'est très simple. Donc on va passer en revue quelques chapitres. Le premier sera l'analyse dynamique. Ensuite, on va utiliser une deuxième méthodologie que j'ai appelée la méthodologie des phases, qui permet d'identifier la nature du marché travaillé, de se positionner, donc de développer des stratégies en accord avec ces phases de marché. Donc ces stratégies, il n'y en a pas 107, ça peut être du suivi de tendance, du swing, de la cassure, de la contre-tendance, et vous allez voir que l'analyse dynamique plus l'analyse des phases vous permet d'avoir une vue assez précise de quel type de stratégie il convient, ou pas d'ailleurs, d'exécuter sur le marché. Et ensuite rapidement, donc, je vous montrerai un ensemble d'outils qui ont été développés spécifiquement pour traiter ces stratégies selon les phases de marché, qui sont un outil que j'appelle cycle. Il y aura l'impulsion, la puissance relative, un indicateur sur les volumes, et on parlera peut-être un peu de money management et de gestion du risque, qui est quand même un des aspects fondamentaux du trading. Voilà, on va aussi parler de ce que l'on appelle des market analyzers, qui sont si vous voulez, des algorithmes, pour ceux qui ne connaissent pas, des market analyzers ou des screeners, on peut appeler ça aussi des screeners, qui permettent de détecter automatiquement et en temps réel des signaux sur les marchés sur lesquels vous travaillez. Alors, l'analyse dynamique, qu'est-ce que c'est ? Donc je vais commencer par vous donner la définition, enfin telle que je la vois en tout cas, de l'analyse dynamique. En résumé, c'est une technique de trading qui met en liaison la dynamique des cours, telle qu'analysée sur des unités de temps, donc on va appeler UT, différentes, dans le but de décomposer le mouvement des prix. Et ceci afin de valider des signaux et d'optimiser ses prises de position. L'analyse dynamique, telle que je la pratique, consiste à repérer un signal de trading sur une unité de temps donnée, qu'on va appeler unité de temps de contrôle, ou UTC. C'est votre unité de temps de travail, en fait.
Analyser la dynamique et les implications des phases de la volatilité à l'aide de l'unité de temps supérieure. C'est toujours l'unité de temps supérieure qui donne la tendance, ou la non-tendance d'ailleurs. Prendre position et gérer le trade exclusivement sur confirmation d'un signal provenant de l'unité de temps inférieure, qu'on va appeler unité de temps tactique, puisque c'est lui qui permet de prendre position. Alors, ne paniquez pas, je vais vous montrer des exemples, et après on ne va voir que des exemples au cours de ce webinaire. Donc ici, nous sommes sur le CAC. Le CAC en unité de temps hebdomadaire. Ok, donc on a procédé j'ai pris un exemple, c'est un cadrage graphique très simple. On a un joli canal haussier avec un support à un moment donné. Les prix viennent sonder vers ce support et ils sondent assez violemment. Si vous utilisez, vous voyez qu'il y a une petite, ce sont des bougies japonaises, il y a une mèche très basse. Au moment où les prix ont atteint donc le support, au niveau de la pastille rouge, si vous faites toujours pareil, de l'analyse en chandelier japonais, vous avez un très très joli marabouzou baissier. Donc puissance baissière extrême. Alors, évidemment, vos indicateurs sont toujours baissiers. Ici, j'ai pris un stochastique, un indicateur standard. Qu'est-ce que vous faites? Parce que le trading, c'est de la prise de décision. Donc, vous êtes investisseur long terme, vous utilisez une méthodologie classique, donc mono-UT. Vous ne regardez qu'une seule unité de temps à la fois. Donc on touche le support. Votre indicateur, on l'a vu, était toujours baissier. Il est d'ailleurs obligatoirement baissier à ce moment-là, surtout au moment du marabouzou, au moment où les prix touchent le support. Qu'est-ce que vous faites? On achète les yeux fermés. Ça, franchement, je ne vous recommanderais pas, parce que le support peut craquer. On attend un signal de confirmation d'un système de trading, quel qu'il soit, en mono UT, donc toujours pareil, avec une vue sur une seule unité de temps, l'unité de temps ici hebdomadaire. On attend, on peut faire ça aussi, pour les gens qui ne traitent que les prix, on attend la confirmation ou l'infirmation d'ailleurs de la bougie suivante pour rentrer en position, ou on utilise l'analyse dynamique, donc on va les déployer l'unité de temps inférieure qui va être l'unité de temps tactique pour décomposer le mouvement. Alors, je vais y aller doucement. Si déjà vous êtes en mono UT, vous raisonnez avec une méthodologie en mono UT, vous voyez que si on attend le signal de confirmation donc de votre système de trading mono UT, donc là dans le cadre de ce stochastique, quand on croise, le stochastique croise son signal à la hausse, vous allez prendre position, donc là c'est le petit segment rose, vers 4300. Ok, si vraiment vous jouez les prix, vous attendez confirmation, donc la clôture de la bougie pour prendre position, ça va être 4340. Ça, ce sera votre prise de position. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de déployer l'unité de temps inférieure. Alors, je les ai mises côte à côte. Vous voyez donc le graphe hebdomadaire. Et ici, nous sommes en unité de temps journalière. Et on reprend le même indicateur, le stochastique. Et on le prend au moment où il va, on le regarde au moment où il va aller percuter, il va toucher le support du canal haussier hebdomadaire qu'on voit ici en zoom de façon rapprochée, donc ma petite pastille rouge. Si vous utilisez le même indicateur, au moment où il touche, vous allez pouvoir décomposer le mouvement des prix, c'est-à-dire que par exemple dans ce petit rectangle gris, vous allez avoir les 5 bougies qui composent en fait la bougie hebdomadaire. Il y a 5 jours ouverts par semaine, donc 5 jours, 5 bougies journalières forment une bougie hebdomadaire. Et vous vous rendez compte très rapidement de quoi? Que c'est si vous utilisez toujours ce stochastique, vous allez prendre position où? Vous allez prendre position, on va dire, dans la zone des 4130. Pourquoi? Parce que vous allez attendre soit la validation du signal, donc toujours pareil, le stochastique va croiser son signal à la hausse, mais vous pouvez faire ça avec une MACD ou ce que vous voulez, ou un RSI qui déborderait la zone des 30, enfin toutes les méthodologies traditionnelles. Ce sera pareil, ou pratiquement pareil. Ou vous attendez le lendemain parce que vous travaillez pendant la journée, donc voilà, vous prenez position à l'ouverture le lendemain puisque votre signal est validé. Donc on va dire, en étant vraiment en optimiste en bas, on va intervenir vers 4130. Alors première chose,
le fait que si un support doit fonctionner, à ce moment-là, vous devez impérativement, obligatoirement avoir un signal de retournement à partir de votre unité de temps inférieure. C'est quelque chose de totalement imparable. C'est pour ça que je vous disais en introduction, c'est vraiment l'un des principes de l'analyse technique qui est imparable, indiscutable et parfaitement logique. Donc on doit obligatoirement avoir un signal de retournement pour valider l'entrée, bien sûr, sur l'unité de temps inférieure, mais l'unité de temps inférieure, elle est quand même 5 fois plus rapide. Donc ça vous donne un niveau d'intervention qui est beaucoup plus intéressant. Et quelle est la différence entre, au niveau du trading, de votre performance de trading, en appliquant juste cette très simple règle qui est totalement imparable, et quel que soit votre système, c'est que je vous ai mis sur le graphe journalier les niveaux d'entrée probable si vous êtes en mono UT, donc les 4300 ici ou les 4340. Vous voyez que vous rentrez non seulement une fois que le mouvement est déjà largement entamé, mais surtout, vous allez prendre un risque qui est un risque important. Alors, je passe à cette charte là. Voilà. Si vous raisonnez en mono UT, vous allez rentrer vers 4300. Si vous rentrez en analyse dynamique, au niveau de ce signal, vous allez rentrer vers 4130. Quelle est la différence ? La différence sur un tout petit mouvement comme ça, c'est pas un mouvement de très grande amplitude, c'est juste 4 ou 5% de différence. Et ça, c'est énorme. C'est énorme. D'autant plus que si vous rentrez en mono UT, alors ça dépend des marchés, mais si vous rentrez en mono UT, vous allez avoir souvent, à partir du moment où c'est validé, vous allez avoir hop là, une consolidation, ou même peut-être des fois un retournement baissier, c'est-à-dire que vous allez rentrer pratiquement au top. Pas très loin du top. Ça arrive souvent, surtout dans les marchés de range. Donc ça, c'est hyper important parce que votre stop, si vous utilisez donc l'unité de temps tactique pour entrer en position, votre stop, en imaginant simplement que vous le placiez sous les derniers points bas touchés par les prix. On verra qu'il est un petit peu plus malin que ça. Moi, j'utilise des stops de volatilité. Mais bon, on va dire, on va placer un stop sous les dernières bougies, sous les derniers niveaux atteints par les bougies au moment du retournement et après, évidemment, la validation du signal. Si vous faites ça, sur ce type de mouvement, vous allez placer un stop, grosso modo, à 1,5% de votre point d'entrée. Donc, vous prenez un risque de 1,5%. Alors que si vous êtes en mono UT, c'est-à-dire que vous attendez les 4300 ou les 4340 pour rentrer, c'est pas du tout la même chose. Vous allez prendre un risque, toujours en plaçant le stop au même niveau, sous les derniers points bas constatés sur les prix, vous allez prendre un risque d'environ 4,5%. Et ça, c'est énorme. C'est énorme parce que pour réussir en trading, il faut non seulement un système de trading, un système d'intervention qui donne des signaux avec une probabilité de réalisation positive, mais surtout, et c'est là que j'aimerais avoir votre attention, surtout c'est une question de ratio risque-rendement. Autrement dit, ce que l'on cherche à faire, on ne cherche pas à savoir forcément où vont les prix, parce que savoir où vont les prix, c'est souvent ce que les gens essayent de faire. On peut monter à tel niveau, on peut descendre à tel niveau, etc. Mais ça, c'est totalement illusoire. On ne peut pas prévoir l'évolution des prix. Et surtout pas par un système soi-disant technique qui vous permettrait de faire des projections. Alors, il y a des projections théoriques, mais le marché est régulièrement impacté par des nouvelles. Si vous êtes sur des actions, ça peut être des profit warnings ou au contraire des augmentations de perspectives ou des choses comme ça, où en ce moment on est dans un marché de banque centrale. Vous avez Mario Draghi ou Janet Yellen qui va faire une déclaration, qui va se prendre le pied dans le tapis en montant sur scène, et paf, le marché va se retourner brusquement. Donc ce que vous cherchez absolument à faire et à contrôler, c'est d'avoir un risque rendement positif. Et la seule chose que l'on contrôle en trading, c'est le point d'entrée et le stop. L'objectif, lui, évidemment, on ne le contrôle pas. Okay, donc cette technique-là va vous donner un avantage extrême
en termes de money management et donc de ratio de risque-rendement. Et une fois de plus, non seulement vous rentrez rapidement et ainsi de suite comme je vous l'expliquais, mais en imaginant que ce support craque, c'est-à-dire que les prix continuent de partir à la baisse, ben, en utilisant la dynamique, l'analyse de la dynamique de l'unité de temps inférieure, votre indicateur, imaginez par exemple une MACD, un stochastique, enfin tous les indicateurs standards utilisés depuis 50 ou 60 ans sur les marchés, va continuer de plomber à la baisse. Donc ce support, vous ne l'achetez pas. Si jamais votre indicateur, quel qu'il soit, ne vous donne pas sur l'unité de temps inférieure, c'est la première chose à faire, un signal de retournement, c'est même pas la peine de penser une seule seconde à prendre position sur le marché. L'impulsion baissière aurait continué de se développer. Donc ça vous évite des erreurs quand même qui peuvent être extrêmement préjudiciables pour votre compte de trading. Donc j'espère avoir été clair et j'insiste bien, plutôt que d'essayer de savoir où vont aller les prix, ce qu'on veut c'est rentrer sur des signaux réguliers, facilement lisibles, qui vous permettent d'avoir un money management, donc un ratio de risque-rendement qui soit à votre avantage. Donc de perdre peu quand on perd, puisque les pertes sont obligatoires, et d'essayer de gagner proportionnellement beaucoup plus. Alors je vais vous poser d'ailleurs, on va parler un tout petit peu de money management, je vous pose une question piège, hein, c'est pour ça que j'ai mis un piège à loup, ou c'est plutôt un piège à ours en ce moment. Qu'est-ce que vous préférez comme ça, hein, simplement d'instinct, un système de trading, hein, souvent les gens font des backtests pour essayer de valider des systèmes de trading, mais c'est uniquement sur des bougies passées. C'est très bien, hein, mais qu'est-ce que vous préférez? C'est un système de trading qui gagne 7 fois sur 10, ou vous préféreriez prendre position sur les marchés avec un système de trading qui perd 7 fois sur 10? Bah, la réponse, c'est le money management et les ratios de risque et rendement qui vous les donnent. Parce que, je prends un exemple simple, et qui est pas très très loin de la réalité. Hein. Si votre système, celui qui gagne 7 fois sur 10, quand il gagne 10. Mais que quand il perd 30. Bah, vous faites le compte, au bout de simplement 10 trades, vous pouvez multiplier comme ça. Vous avez gagné donc 7 fois 10, vous avez gagné 70, vous avez perdu 3 fois, mais quand vous avez perdu 30. Donc, in fine, vous avez perdu moins 20 avec un super système de trading, avec un excellent ratio de trades gagnants, mais qui en fait ne sont pas gagnants pour votre compte de trading puisque les pertes sont supérieures aux gains. Maintenant, on prend l'exemple du système qui perd 7 fois sur 10, et quand il perd 4, mais quand il gagne 15. Ça, c'est votre ratio risque-rendement. Vous voyez, c'est ce que j'essayais de vous montrer avec l'exemple précédent sur l'un des avantages de l'analyse dynamique. Votre risque ratio est fortement diminué. Donc vous perdez 7 fois sur 10, c'est dramatique. Mais non, c'est pas du tout dramatique parce que vos gains, les 3 fois où vous gagnerez donc seront de 3 fois 15, vous allez gagner 45. Par contre, vos pertes, vous allez perdre 7 fois de suite. C'est pas grave, parce que vous allez perdre 7 fois 4, ça fait 28. Total, vous avez gagné 18. Donc si vous avez un système de trading qui vous permet d'avoir un ratio risque-rendement correct, et qu'en plus vous avez des signaux, des stratégies qui, allez, ne serait-ce que marche une fois sur deux, ce qui est total pile ou face, hein, on va dire qu'on peut monter assez facilement vers 65-70% de taux de réussite, et bien là, vous allez gagner, et vous allez gagner principalement à cause du ratio risque-rendement. Une autre chose, un impact que j'appelle collatéral, c'est que quand on perd, hein, si une position perd 15%, vous perdez 15% à la baisse, il vous faudra un trade à plus 18% pour remonter la pente, c'est-à-dire pour revenir au même niveau sur votre compte de trading. Mais alors attention aux pertes, parce que les pertes ont un effet absolument néfaste sur les comptes de trading, c'est-à-dire que si vous perdez 30%, alors là il vous faudra carrément un trade à plus 43% pour remonter au niveau initial. Et si vous perdez 50% sur un trade, bah calculez, il vous faudra faire un autre trade à plus 100% pour remonter la pente.
Donc le money management et la gestion du risque sont vitaux quand on intervient en bourse. C'est vraiment une partie essentielle et d'ailleurs très très souvent négligée. Alors moi j'ai un système de trading. J'ai commencé à vous expliquer une partie, on va dérouler la suite ensuite, mais j'ai un money management ultra simple, hein, mais bétonné, c'est-à-dire que, en 2 mots, mais le webinaire que je vous proposerai à la suite concernant le money management risque de durer 2 heures, mais en 2 mots, il y a des réflexes à avoir. Par exemple, quand on perd, on coupe très vite ses pertes, et quand on gagne, on fait courir au moins une partie de ses gains. Hein. Ce qui est souvent d'ailleurs le réflexe inverse qui est adopté par les traders débutants ou même de niveau moyen, c'est-à-dire que quand ils perdent, ils veulent pas lâcher leur position parce qu'ils pensent, ils veulent avoir raison, ça c'est une question de psychologie, hein. Et quand ils gagnent, on est tellement content de gagner qu'à un moment, clac, on sort de position pour prendre l'argent. Ouais, mais c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. En fait, il faut couper les pertes vite et laisser courir, si le système de training vous l'indique, hein, faut laisser courir les gains. Et ça fait une énorme différence au niveau de vos plus-values et de vos performances boursières. Pardon. Donc ça, on en discutera dans les webinaires que je proposerai après de façon très 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 détaillée. Super simple, mais il faut être absolument vigilant sur ce point-là. Donc, pour faire un petit résumé, en fait, là je vous ai montré un exemple sur le CAC avec 2 unités de temps différentes, mais en fait on en utilise 3. En analyse dynamique, c'est qu'on utilise l'unité de temps supérieure. Tout à l'heure on était en hebdomadaire journalier, donc hebdomadaire contrôle journalier tactique. Donc la supérieure ici serait le mensuel par exemple. C'est elle qui vous donne la tendance et la dynamique de fonds exploitables sur le marché. Vous voyez tout de suite si le mensuel est en tendance haussière, baissière, en range, etc. On va voir ces notions-là juste après, dans les phases. Ça, c'est hyper important. Savoir quelle stratégie on peut développer et quelles sont les limites jusqu'auxquelles on peut raisonnablement pousser les prix. Hein, donc, quels sont les supports, la résistance graphique. L'unité de contrôle, c'est celle sur laquelle vous jouez les trades, enfin les pré-signaux de trading. Et l'unité de temps tactique, c'est celle qui, si à un moment vous êtes sur un support sur votre unité de temps de contrôle, vous allez intervenir sur l'unité de temps tactique pour valider le signal, blinder votre stop et prendre position donc rapidement avec un ratio, donc non seulement rapidement, mais avec un ratio de risque beaucoup plus serré en tout cas que si vous êtes mono UT, et donc puisque vous rentrez plus vite, vous avez plus de potentiel uniquement, de gains. Je vous donne 3 exemples. Si vous êtes investisseur très long terme, par exemple en assurance vie, alors vous prenez l'unité de temps mensuelle comme unité de temps supérieure, l'hebdomadaire comme unité de temps de contrôle, c'est vraiment de l'assurance vie, donc on ne fait pas des allers-retours tous les jours. Donc l'unité de temps de contrôle, c'est celle où on cherche les configurations de trading. Moi je vais vous montrer ce que je fais avec mon système que j'appelle DTS, Dynamic Trading System, et le journalier comme unité de temps tactique. Parce que ce sera le journalier qui vous permettra d'arbitrer, de prendre position ou pas. Alors pourquoi, d'ailleurs pourquoi est-ce que j'ai mentionné Wall Data? Parce que il y a quelque chose qui m'étonne énormément de façon générale sur les marchés, c'est que tout le monde, ou pratiquement tout le monde, a une assurance vie. Et personne, ou pratiquement personne, ne fait d'analyse technique sur les fonds. Assurance vie, que ce soit des fonds actions, des fonds matières premières, vous avez des fonds forex, vous avez des fonds de tous les côtés. Et plutôt que d'écouter, comme le font généralement les conseillers en gestion de patrimoine, c'est-à-dire que généralement ils vous recommandent des produits de leur réseau, etc. On dit ouais, achetez le CAC, maintenant c'est haussier. Oui, maintenant le CAC est haussier, mais peut-être qu'on est à 3% d'une méga résistance, c'est ce qui est d'ailleurs le cas actuellement. Vous n'allez pas le faire. Ou regardez, je sais pas moi, les étoiles Morningstar, vous n'allez pas acheter un fonds parce qu'il a 5 étoiles Morningstar, vous voyez, la notation. Non, vous allez acheter le fonds parce que ce fonds 5 étoiles Morningstar est retombé sur un support et que votre unité de temps inférieure, oui, vous a donné
un signal d'achat. Là, vous allez très nettement optimiser votre approche, enfin les performances de vos assurances vie. Et donc Wall Data, pour reboucler avec ce que je disais au départ, propose une liste incroyable de fonds, SICAV, et ainsi de suite, qui vous permettent de non seulement d'arbitrer vos positions, mais peut-être d'aller embêter un petit peu votre conseiller en gestion de patrimoine quand il vous fera des propositions d'arbitrage. Au moins vous aurez des billes pour discuter avec lui et pour décider quoi faire. Voilà. Donc si vous tradez plus activement, ce qui est généralement le cas des PEA, alors vous prenez l'hebdomadaire comme unité de temps supérieure, hein, le journalier comme unité de temps de contrôle, hein, c'est celle où on va chercher les configurations de trading, les gros supports, les grosses résistances, les points d'intervention, et quand on tape ces points d'intervention, eh ben on va prendre par exemple le 2 heures ou le 4 heures pour prendre position lors de la validation du signal de l'unité de temps inférieure, la tactique. Et si vous aimez les frissons de l'intraday, comme je les aime, vous pouvez prendre par exemple le 2 heures en unité de temps supérieure, le 30 minutes en contrôle et le 5 minutes en tactique. Je peux descendre même beaucoup plus bas, ça dépend des marchés. De toute façon, il vous faut afficher simultanément ces 3 unités de temps pour vraiment pouvoir visualiser la dynamique du sous-jacent que vous travaillez et déterminer la typologie. On va voir que les typologies, ça on va le voir dans les phases, il y a du range, de la tendance, des squeezes, etc. Et donc, en fonction de la typologie du marché que vous travaillez, déterminer quelle est la stratégie applicable. Donc ça peut être du swing, du suivi de tendance, de la cassure, et ainsi de suite. Voilà. Donc je vous ai fait un petit résumé sur l'analyse dynamique. Je pense que c'est pas la peine de s'étendre là-dessus. Je vous l'ai mis dans la présentation pour que vous puissiez peut-être y revenir si vous téléchargez ou si vous demandez le PDF. Alors quand même, l'analyse dynamique, hein, il y a quand même quelques personnes de renom, en tout cas parmi ceux qui ont écrit les quelques rares bouquins de trading qui m'ont servi à élaborer, enfin qui m'ont donné des idées pour élaborer les stratégies, qui sont vraiment des bouquins de trading, pas qui vont vous décrire tel ou tel indicateur qui est utilisé en solo tout seul, vous donnera in fine vraiment pas grand chose d'intéressant. Enfin bref. Donc vous avez John Bollinger, hein, quand même, qui est le père fondateur de l'analyse dynamique. Vous avez Alexandre Elder, hein, qui travaille aussi avec des triptyques en analyse dynamique. Et vous avez quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui est aussi un Américain, qui est Robert Miner, qui est vraiment une super méga star du trading aux États-Unis. Il a fait un très bon bouquin d'ailleurs. Et il en dit, cette stratégie de momentum à unité de temps multiple deviendra l'application de momentum la plus utile et la plus efficace que vous puissiez ajouter à votre plan de trading. Donc ça c'est les pages 19 sur son bouquin qui s'appelle Stratégie de trading à forte probabilité de gain. Voilà, et il rajoute aussi, c'est une stratégie puissante employée par quelques traders, dont je fais partie, donc vous ferez peut-être aussi partie, qui se sert d'indicateurs de momentum retardé, c'est ce que je vais vous montrer par la suite, pour filtrer la direction des trades et l'exécution des setups. Les setups sont des stratégies en fait. En tout cas, vous comprendrez que c'est l'un des principes qui est utilisé en permanence par le système que j'utilise, donc le système DTS, par tous ces outils, ces stratégies, et bien sûr, ces screeners Market Analyzer qui vous permettent de détecter les opportunités, donc les prises de position sur les marchés en fonction de certains critères dont je vous parlerai très rapidement à la fin du webinaire. Alors, l'analyse dynamique, ok, on en a fait un survol. Pareil, si vous décidez de suivre les webinaires suivants, il y en aura 5 ou 6. Hein. On va reprendre stratégie par stratégie, outil par outil, de façon très détaillée, avec des checklists que j'appelle des checklists de vol, quoi faire, quand, comment, dans quelles conditions. Donc on en parlera encore plus en détail, mais là ça vous donne vraiment le principe de fonctionnement global de l'analyse dynamique. Donc maintenant on va passer à ce que j'appelle l'analyse des phases, qui est aussi un pilier essentiel à mon avis que tout système de trading devrait comporter. Fort probable, si vous ne me connaissez pas, que vous ne connaissiez pas cette méthodologie, la typologie des phases, parce qu'elle est très personnelle, vous ne la retrouverez nulle part ailleurs.
Alors, la deuxième méthodologie que je vous propose concerne la méthodologie de ce que j'appelle les phases de marché. Alors, de façon tout à fait simple, ça consiste en quoi? Ça consiste simplement à savoir reconnaître au premier coup d'œil le type de marché dans lequel on se situe et quelle est la stratégie à y appliquer selon les types de marché que l'on va avoir à travailler. Ou accessoirement aussi quel type de stratégie ne surtout pas appliquer, ce qui est déjà aussi une façon d'éviter de perdre, et comme on vient de le voir, éviter de perdre est très très important. Alors, les types de marché, c'est pas compliqué. Il y a 5 types ou 5 typologies de marché, donc 5 phases. Il y a les phases de range, tendance, squeeze, cassure et fermeture de volatilité. En fonction de ça, on peut déterminer ses stratégies, ses objectifs, et avec le système de trading, le mode opératoire, donc l'exécution, l'entrée-sortie des positions. Je vais vous montrer tout ça de façon très concrète. Les types de stratégies, donc par rapport à ces typologies de marché, peuvent être les stratégies donc, de suivi de tendance, de swing, dans un range, de cassure de volatilité ou cassure surpris, contre-tendance, que je ne conseille pas quand on aborde le trading, mais qui sont très performantes, et finalement souvent très mal comprises les stratégies de contre-tendance, mais elles ont des ratios de risque et rendement extrêmement intéressants. Donc ça on en parlera aussi dans les webinaires, parce que c'est une des méthodologies qui est très mal comprise, pour peu qu'on ait encore une méthodologie quand on compte. Ou une stratégie possible, c'est de ne rien faire, simplement dans un marché qui ne donne pas de signal, qui n'a pas de dynamique, qui n'a pas de tendance, qui n'a rien, on s'abstient, point barre, parce qu'il n'y a rien à faire. À partir de là, on va déterminer, je vais vous proposer ce que j'appelle des checklists de vol, donc tactiques, qui sont obligatoires pour exécuter telle stratégie dans tel ou tel type de marché, telle phase de marché. Donc de contrôler le niveau du point d'entrée et son niveau de risque associé, la progression du mouvement une fois que le trade est parti, et puis bien sûr l'exécution des sorties. Alors, les phases sont basées sur des formations, mais qui sont des formations tout à fait particulières des bandes de Bollinger, qui ne sont pas du tout décrites dans le bouquin de Bollinger, dans les bouquins de Bollinger. En fait, les bandes de Bollinger sont un outil tout à fait, qui tient une place tout à fait spéciale dans la panoplie des indicateurs techniques, parce que, en fait, on s'en sert souvent assez mal. Elles permettent de mesurer la volatilité des prix. Je vais vous expliquer, c'est très important. La volatilité, c'est un concept qui est rarement utilisé par les traders privés, mais par contre qui est extrêmement utilisé par les traders pros, notamment en ce moment les algorithmes de trading qui pullulent sur le marché, qui fonctionnent franchement, pour beaucoup, du moins de ce qu'on peut en voir, sur des notions de volatilité. Donc je vais vous expliquer tout ça, et au préalable on va prendre 5 minutes pour comprendre le fonctionnement des bandes de Bollinger et quelle est la signification de l'outil. Alors, en fait c'est un outil statistique, donc j'ai pris un exemple, c'est une planche qu'on appelle une planche de Galton. Qu'est-ce que c'est qu'une planche de Galton? Vous voyez, une espèce de pyramide avec des silos là. Et puis on fait entrer des billes au sommet, il y a des petites billes qui vont aller ricocher sur les petits plots et qui vont se distribuer de façon aléatoire dans les silos. Et vous voyez immédiatement que vous avez une concentration de billes, donc ça c'est une concentration statistique si je puis dire, on va dire au milieu de la moyenne, et puis une raréfaction des occurrences, c'est-à-dire des occurrences, des billes qui tombent dans les silos sur les extrêmes. Alors, les bandes de Bollinger, elles font ça. Grosso modo, ce qu'elles font, c'est qu'elles marchent avec ce que l'on appelle, alors on ne va pas rentrer du tout dans la technique ou dans la statistique, etc., mais avec ce qu'on appelle des écarts types. Alors, les écarts types, il y a une moyenne, d'accord, et on calcule la dispersion alors ça peut être des prix, ou ça peut être, je sais pas, par exemple la taille moyenne de la population française. Tiens, on va prendre ça, la taille moyenne de la population française. Et si vous faites une étude statistique sur la taille moyenne de la population française, vous allez voir que
donc si ça c'est la taille, on part du plus petit en allant jusqu'au plus grand. Vous allez voir, vous avez peut-être une moyenne à, je sais pas, 1,70 m, la moyenne de la taille de la population française. Vous allez avoir quelques personnes qui vont mesurer 2 mètres. Et ça va être 2,5% de la population statistiquement, sur un échantillon réellement aléatoire, une distribution non biaisée. Et de la même manière, vous allez avoir, je sais pas, 2,5% de la population qui fait 1,20 m. Voilà, avec une moyenne à 1,70 m. Ça, c'est la distribution, la dispersion statistique autour d'une moyenne. Ça, ce sont, pour les amateurs de statistiques, c'est basé sur la loi normale, Poisson, les courbes de Gauss, etc. Donc c'est vraiment un outil statistique important. Et bien pour les cours, enfin pour les prix, la dispersion des prix, c'est grosso modo la même chose. C'est-à-dire que font les bandes de Bollinger? Elles font exactement la même chose. Elles prennent une moyenne, vous voyez qu'on voit un petit peu ici en gris pointillé, qui est la moyenne de la dispersion, et on va rajouter 2 écarts types. Donc au-dessus et en dessous de cette moyenne. Donc, alors maintenant, si on suit une distribution, un échantillon statistique non biaisé, non manipulé, et ainsi de suite, effectivement, on aura 95% de cet échantillon qui se trouvera compris entre les 2 écarts types. Donc on élimine les extrêmes. Et on va avoir les occurrences dans cette enveloppe de 2 écarts types. Et vous voyez qu'effectivement, bon, grosso modo, à vue de nez, les prix restent à l'intérieur de ces, plus ou moins, de ces enveloppes. Alors, est-ce que c'est 95% quand on est sur les marchés financiers? Non, c'est pas 95%. Pourquoi? Alors il y a plein de raisons à ça, on va être très rapidement là-dessus, mais parce que le marché est impacté par des nouvelles non attendues qui font réagir les prix, tout simplement. Et puis aussi parce qu'il y a des phénomènes psychologiques de peur, par exemple quand les marchés baissent, les baisses sont souvent beaucoup plus fortes et rapides que les hausses, parce qu'il y a un phénomène psychologique de peur, donc qui vient, entre guillemets, biaiser l'échantillon. Donc, c'est peut-être pas 95%, mais je pense que c'est plutôt aux alentours des 80%. Et 80%, c'est déjà totalement énorme, même si les marchés sont manipulés par les algorithmes ou autres, ou subissent l'impact des nouvelles. Donc on a 80% de chances, enfin de probabilité, de rester à l'intérieur de ces enveloppes. Et à partir de la formation de ces enveloppes, je vais vous montrer quelle est la typologie du marché. Alors on va y aller doucement. La première phase, que j'appelle la phase numéro 1 de range, vous avez les bandes de Bollinger qui évoluent grosso modo à plat. Vous voyez, comme dans les petits carrés, enfin les petits rectangles qui sont sur ce graphe, elles évoluent grosso modo à plat. Ça veut dire quoi? Que nous sommes quand on est dans un range, c'est qu'on a ces 80% de probabilité de rester à l'intérieur de ces enveloppes statistiques de bandes de Bollinger. Ces zones des bandes de Bollinger sont donc et uniquement dans ce cas-là, souvent on interprète mal les bandes de Bollinger, uniquement dans le cas d'un range de phase 1, à ce moment-là, effectivement, ces zones des bandes de Bollinger contiennent, ou devraient contenir, 80% des prix. Quand vous voyez ça sur un graphe, la stratégie, elle est simple. C'est une stratégie de swing. C'est-à-dire qu'on va essayer de prendre position sur les bas, la zone basse pour remonter à la hausse, et quand on est en haut, on va essayer, en cas de signal technique bien sûr, d'inverser le mouvement pour repartir à la baisse et shorter le marché. Donc faire du profit à la baisse. Tout en sachant qu'on a 80% de chance, c'est énorme, de rester à l'intérieur de ces enveloppes de volatilité. Alors, les ranges peuvent faire ils peuvent avoir une amplitude différente. Ça, c'est à l'instant T sur le marché, les enveloppes qui vont vous donner cette information. Vous pourrez non seulement calculer à l'aide de votre Wallmaster, de votre station donc, de trading de Wall Data, mais qui vont vous donner une information importante parce que déjà, ça vous donne une information sur la stratégie la plus probable à exécuter dans un marché de range, mais surtout, comme vous pouvez mesurer le range, vous allez tout de suite savoir s'il est opportun ou pas de s'y risquer, c'est-à-dire de prendre une position sur les niveaux
de support ou de résistance de ce range. Alors le premier ici, il fait dans les 8-9%, c'est de l'unité de temps journalière. 8-9%, pourquoi pas, hein. Sur 8-9%, bah, vous allez réussir normalement à en attraper, si vous respectez bien les signaux de votre système de trading, vous allez réussir à en attraper 5-6%, hein, environ 2 tiers du mouvement. On ne rentre jamais au plus bas, on ne sort jamais au plus haut, normalement, hein. Donc vous pouvez décider d'y aller ou pas. Dans le deuxième range qui est ici, vous voyez déjà les bandes de Bollinger sont plus resserrées, donc vous pouvez tout de suite évaluer à peu près la nature du range potentiel à travailler. Lui fait dans les 5%. Donc 5%, l'information immédiate que moi j'en retire, c'est 5%, j'y vais pas. C'est pas intéressant. Je sais qu'on a une forte chance de rester dans cette enveloppe et 5%, ben, je vais pas prendre une position pour essayer d'attraper les 2 tiers d'une amplitude de 5%. Ça vaut juste pas le coup. Donc on le fait pas. Et quand on a un range sympa, donc on en a qui sont beaucoup plus importants, hein, et d'ailleurs plus on remonte dans les unités de temps, plus une unité de temps est lourde. Ici c'est du journalier, mais par exemple si vous avez des ranges en hebdomadaire, évidemment ils seront plus grands. Hein, beaucoup plus important. Pour prendre une caricature, si vous faites ça sur du 10 secondes, en scalping sur le CAC, il est évident que votre range il va être que de quelques points. D'accord ? Donc ça évolue en fonction de vos unités de temps d'intervention, l'unité de temps de contrôle, dont on parlait tout à l'heure, en analyse dynamique. Normalement, la volatilité est constante, hein, à l'intérieur de ces ranges, donc ça veut dire que la moyenne mobile 20 est à peu près plate. Alors attention, là je vois ça en commentant le webinaire. Ici vous avez un indicateur à moi qui s'appelle poussée de volatilité. Ça n'a rien à voir avec la volatilité des bandes de Bollinger, hein, on en parlera peut-être un peu plus tard. C'est un indicateur de volatilité d'impulsion. Ça n'a rien à voir avec les squeezes de John Bollinger ou les squeezes de Keltner, etc. Ok, donc ça, je vous ai mis une petite cartographie ici des phases. Vous allez voir qu'il y a phase 1, 2, 3, 4. C'est pour vous permettre de voir le comportement donc, des bandes de Bollinger, leur comportement tout à fait spécifique au niveau de ces phases. Donc là, normalement, en range, vous êtes à peu près plat. Ça va être jamais complètement plat, hein, parce que les cours vibrent, mais vous pouvez le déterminer à vue d'œil assez rapidement. Donc si vous êtes en range, la stratégie, c'est du swing et pas autre chose. Comme vous avez 80% de rester à l'intérieur de ce range, et si le range fait 10%, c'est même pas la peine d'initier un trade si le range fait 10% pour essayer d'avoir un objectif de 40%. Ça ira peut-être, mais pas pendant qu'on sera dans le range. Et c'est pour ça que je vais vous parler de la phase suivante, parce que par exemple ici vous voyez, les cours partent en impulsion, mais ils partent pas en impulsion n'importe quand, n'importe comment. Alors je reprends donc cet indicateur qui s'appelle poussée volatilité, hein, qui est une poussée d'impulsion, que je vous expliquerai absolument en détail dans les webinaires suivants. Ça marche comment ? Simple. Cet indicateur déjà est très lisible, c'est-à-dire que vous voyez qu'il est assez lisse, mais il y a des moments où il va tomber en dessous d'un seuil, d'un niveau qu'on appelle un niveau historiquement bas. Le niveau historiquement bas est calculé en fonction de la volatilité des bougies précédentes. Et quand on tombe en dessous d'un niveau historiquement bas, ça veut dire que la volatilité, finalement, même si elle n'est pas visible à vue d'œil, hein, par la simple constatation du mouvement des prix, le marché est en train de compresser, d'accumuler de l'énergie, il est en train de faire ce que l'on appelle un squeeze. Okay, et le squeeze, donc, c'est une compression, une accumulation d'énergie qui est relâchée pour passer, alors ce qu'on va voir après, en phase 2 ou en phase 3, donc une impulsion ou une tendance. Donc quand vous voyez cet indicateur vous indiquer, c'est quand même le rôle d'un indicateur que d'indiquer, et qu'il tombe en dessous d'un niveau de volatilité historiquement bas, vous savez que vous n'êtes plus en range, mais qu'il y a une impulsion qui se prépare. Donc, on arrête immédiatement les stratégies de swing dans le range. Et on se prépare à une cassure, qui va être une cassure de volatilité, donc un départ en impulsion, à la hausse ou à la baisse. Pour l'instant, on
peut pas savoir. C'est l'unité de temps inférieure, bien sûr, qui va vous le dire. Ok, donc là il y en a deux. Il y en a un ici, vous voyez, pareil, ici un espèce de petit range. On comprime en dessous du niveau de volatilité historiquement bas. Attention, c'est un squeeze, bam, ça part après en tendance. Donc, quand on est quand le système vous détecte un squeeze, la stratégie, évidemment, c'est qu'on se prépare à jouer une cassure de volatilité ou une cassure de volatilité ou une cassure sur les prix. Et on se prépare à une accélération probable en sortie de range. Okay, donc ces squeezes là, enfin les périodes de squeeze peuvent être plus ou moins longues. Il faut simplement attendre le signal de l'unité de temps inférieure qui va vous dire quand on arrive très proche de ces bornes que hop là, ça part vers le haut, ou au contraire, enfin si j'ai pas de squeeze baissier, mais que ça pourrait repartir vers le bas. Et de simplement suivre, parce qu'après il y a des fortes accélérations. D'accord ? Ok, donc ça c'est la phase 1 de squeeze. On a vu la phase 1 de range et la phase 1 de squeeze avec deux stratégies. Vous voyez, déjà simplement avec les phases, l'analyse des phases, vous savez tout de suite quel type de stratégie vous pouvez appliquer ou pas, surtout pas, hein, et quels sont les niveaux, notamment dans les ranges, objectifs de retracement des prix. Ce qui est quand même une information, je pense, assez importante. Phase 2, alors, ça c'est après une sortie de squeeze, donc là je vous ai pris un exemple, pareil, là on a une espèce de petit range, et à un moment, clac, l'indicateur, donc de poussée volatilité, tombe en dessous d'un seuil historiquement bas. Donc là on sait qu'on est dans un squeeze et qu'on attend, hop, une impulsion. Alors, on peut partir en phase 2, qui est une impulsion, ou une phase 3, qui est une tendance, c'est très très différent. Et on va les reprendre tranquillement, une par une. Donc phase 2, c'est une impulsion, c'est une cassure de volatilité. Elle est puissante, mais statistiquement, elle est de courte durée. Elle fait, statistiquement, entre 4 et 7 bougies. Hein. L'une des premières façons immédiates de reconnaître une phase 2, et ce sera la différence avec les phases 3, donc avec les tendances, là nous sommes en mode d'impulsion, c'est que les bougies sont au-dessus ou sur ce que l'on appelle la bande de Bollinger directrice, c'est-à-dire celle qui dirige le mouvement. Vous voyez, ça part en impulsion très 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 fort, et on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc ouais, je disais entre 4 et 7, et normalement, là, au bout de, on va dire, de 4 bougies, il faut faire très 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 attention aux signaux qui vont vous être donnés par votre unité de temps inférieure, hein, en analyse dynamique, parce que moindre signal de retournement, hop là, derrière c'est terminé. Et d'ailleurs, ça évite aussi, pareil, c'est toujours dans l'objectif, non seulement d'essayer de gagner de l'argent, mais surtout d'éviter d'en perdre. Souvent, il y a des mouvements comme ça qui se créent suite à une nouvelle. Donc les cours commencent à casser des niveaux de plus haut précédents. Il y a une bonne nouvelle et ça part. Et donc les gens sur le marché, enfin le marché globalement dit ouais, chouette, super, je me positionne. Ils se positionnent où? Ils vont se positionner par là. Au bout de la deuxième ou de la troisième bougie. Ouais, super, c'est parti à la hausse. Et là, boum, dommage, c'était une impulsion, c'était pas une tendance. Donc retour à la case départ, perte et consolidation derrière. Donc c'est très important de non seulement pouvoir jouer votre sortie de squeeze ici sur cette unité de temps de contrôle qui est, je ne sais plus parce que je ne l'ai pas marqué, mais votre unité de temps inférieure à un moment ici là, quand on va casser, quand on arrive près de la zone, tac, elle va vous donner un signal haussier. Donc il faut la suivre. Si vous voyez les bougies comme ça, tac 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 tac, qui montrent au-dessus de la bande de Bollinger directrice, vous savez que vous êtes en phase 2, donc en mode impulsion, et que ça va durer normalement entre 4 et 7 bougies, et que au moment où vous arrivez dans cette zone limite, si votre unité de temps inférieure vous donne un signal de retournement, il est le temps de sortir rapidement. Alors l'intérêt des phases 2, c'est que le mouvement est très très rapide et très violent, mais bon, il ne dure pas très longtemps. Attention, c'est quelque chose qui est devenu un peu plus instable récemment, à cause justement de l'intervention des algorithmes sur les marchés, des algorithmes de trading qui pullulent et représentent 60, 70 ou même aux États-Unis 80% des transactions, hein, et qui sont là effectivement pour prendre de l'argent sur le marché, parce que la mauvaise nouvelle, c'est que les gens qui programment les algorithmes et qui s'en servent sur les marchés ne sont pas des œuvres humanitaires à but non lucratif. Donc elles sont là pour, excusez-moi de l'expression, mais pour piquer du pognon sur le marché et ne pas vous faire de cadeaux.
Donc elles sont devenues un peu plus instables, je vous en parle. C'est pas ma stratégie préférée, parce que souvent il y a des défauts signaux. Je préfère nettement jouer les phases 3, donc les mises en tendance, que l'on va voir maintenant. Donc vous voyez, en phase 2, les bandes de Bollinger divergent, hein, elles divergent, comme ici, hop là. Et après on peut se requalifier en phase 3, qui est une tendance, et là c'est très très différent une tendance. Phase 3. Donc ça par contre c'est beaucoup plus régulier et ça peut durer beaucoup plus longtemps. Hein. Donc évidemment il n'y a pas moyen de savoir combien de temps dure ou perdure une tendance. Tout ce qu'on sait c'est que tant qu'elle est en place, elle est en place. Voilà. Et on la joue. Donc là on ne va pas du tout rechercher une impulsion rapide, brutale mais de courte durée. On va au contraire chercher à se placer dans la tendance. Alors, on la reconnaît à quoi? Vous voyez, c'est que les bandes de Bollinger se mettent de façon parallèle, évoluent de façon parallèle. La différence, pour reconnaître assez rapidement donc la différence entre une phase 2 impulsion et une phase 3 tendance, c'est que vous allez voir que dans les tendances, les bougies ne se situent plus comme dans l'impulsion au-dessus de la bande de Bollinger directrice, elles sont souvent très proches mais en dessous. Ce qui est beaucoup mieux, beaucoup plus régulier. Et donc dans ce cadre-là, on va jouer des stratégies qui vont être des stratégies de tendance avec des outils qui sont appropriés au suivi de tendance, hein, parce qu'on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Prenez des outils comme le stochastique ou enfin tous les indicateurs bornés, généralement quand vous êtes en tendance, vont vous donner de très mauvais signaux. Même des indicateurs de tendance comme la MACD, si vous prenez les divergences dans une tendance, vous allez vous faire exploser. Voilà, donc elle dure jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Alors, je me permets de reparler un petit peu de cet outil qui permettait non seulement de déterminer les zones de squeeze, donc d'accélération potentielle, mais cet outil, je m'en sers aussi pour une deuxième raison, c'est que quand on atteint ce que j'appelle des plus hauts historiques au niveau de la volatilité, qui est une volatilité calculée sur des impulsions. On verra ça en détail dans les webis. Quand cette volatilité atteint des zones de plus haut et qu'elle se retourne, vous avez généralement 2, 3, 4 bougies avant de passer, enfin que la tendance se termine et de passer ce qu'on va voir juste après en phase 4, c'est-à-dire plus de tendance, plus de dynamique, plus d'impulsion. Elle vous prévient avant. Donc quand vous avez ça, cherchez tout de suite un point de sortie. Ou au moins blinder votre stop, parce que cette tendance, elle risque elle a une forte probabilité de s'arrêter. On en a un deuxième exemple ici. Alors c'est des exemples assez rapides, parce que généralement c'est quand même plutôt 3 bougies. Ici à chaque fois c'est 2 bougies sur ce sous-jacent dont je ne sais plus ce que c'est. Donc pareil, on revient sur des niveaux de plus haut, retournement, 2 bougies, tendance terminée, pullback. Très fréquent les pullbacks en fin de tendance, puisque les gens éjectent, soldent leur position, et donc ça crée un flux vendeur, et donc il y a des pullbacks. Donc dans les phases 3, on va chercher à renforcer, non seulement à prendre la tendance à son départ, mais si on a des signaux en provenance de l'unité de temps inférieure, tactique, avec les outils appropriés, on va chercher à renforcer régulièrement avec un niveau de risque constant, je vous expliquerai ça, dans le sens de la tendance. Voilà. Phase 4, c'est ce dont je vous parlais. Vous voyez, vous avez une fermeture des bandes de Bollinger. C'est ce qu'il y a ici sur la petite charte récapitulative. Fermeture des bandes de Bollinger après une tendance, c'est terminé. Le marché n'a plus de tendance, n'a plus de dynamique. Généralement, les prix oscillent assez, enfin plus nerveusement en tout cas. Dedans, vous voyez, tiens par exemple celui-là, ça oscille de façon assez nerveuse. Souvent, on a des pullbacks, d'ailleurs donc des consolidations dans le cadre d'une tendance haussière, qui vont ou sur la moyenne mobile 20 ou sur le niveau de la bande de Bollinger inférieure, qui sont d'ailleurs des pullbacks intéressants à utiliser. Vous pouvez très bien trader un pullback, non pas sur votre unité de temps de contrôle, mais sur votre unité de temps inférieure. Et très super intéressant. Ce qui est super intéressant avec ce genre de stratégie, bon, faut pas trop que je m'étale là-dessus maintenant, mais vous voyez, quand vous avez ce signal, rien ne vous empêche de placer un stop ultra rapproché sur retournement. Signal de retournement de votre unité de temps inférieure, bien sûr. Un stop super rapproché pour jouer un retracement. Et là, votre ratio risque-rendement, c'est pareil, il va être excellent.
Vous n'aurez peut-être pas un énorme rendement, mais votre ratio risque et rendement, lui, il va être béton. Donc si vous exécutez ça sur des unités de temps qui ont du potentiel, style journalier ou hebdomadaire, oui, ça vaut la peine de prendre position parce que le risque est excessivement limité. Voilà, phase 4. Alors, maintenant, le monde étant skillé, il y a des moments, là j'avais capturé, il y a eu des déclarations, des déclarations des banques centrales, et ainsi de suite. Donc vous avez des moments, c'est du quoi? C'est du CAC, voilà, c'est du 30 minutes. Il y a des moments où ça part de tous les côtés. Si ça part de tous les côtés, vous ne pouvez pas lire les phases, vous savez quoi? Eh ben, vous vous abstenez. C'est-à-dire que vraiment, sur les marchés, c'est la guerre. Ok, c'est la guerre déjà entre les acheteurs et les vendeurs, mais c'est maintenant une guerre algorithmique. Hein. Donc, si vous n'avez pas une lecture claire du champ de bataille, donc du terrain de manœuvre, bah, on passe à autre chose. Et avec les market analyzers que je vais vous montrer tout à l'heure, vous aurez toujours des opportunités. Et vous aurez toujours des opportunités lisibles. Donc, si c'est pas lisible, on n'y va pas. Ça, généralement, ça se produit dans des figures d'élargissement. Bon, c'est pareil, je ne veux pas prendre trop de temps là-dessus, mais c'est des moments où... là, c'est du 30 minutes, vous voyez, c'est les algorithmes qui secouent le marché pour sortir toutes les petites mains, tous les stops des petites mains de cette zone-là avant de reprendre une impulsion. Donc là, vous aurez une lecture généralement beaucoup plus... visible, enfin lisible des phases. Donc si c'est pas lisible, eh ben on trouve pas, on n'y va pas. Alors par contre, tiens aussi un conseil quand même. Si vous pouvez pas lire la carte, donc effectivement vous laissez tomber. Par contre, changez d'unité de temps. Par exemple, ici c'est du 30 minutes, c'est illisible. Bah, si c'est illisible sur une unité de temps rapide comme ça, remontez. Remontez par exemple sur le 4 heures. Le 4 heures devrait être lisible. Il vous donnera les niveaux de support résistance et la typologie du marché. Vous voyez? Donc remontez, changez les unités, remontez. Plus vous allez remonter sur les unités de temps, plus ça va être facilement lisible. Hein, évidemment, puisque moins il y aura de bruit de marché. Voilà, donc ça c'est la cartographie des phases. Donc en résumé, vous voyez qu'on est dans un range de phase 1, on joue le ping-pong. Si on a un squeeze, on est dans les starting blocks, on attend les signaux, vraiment des signaux tout à fait spécifiques, hein, de l'unité de temps inférieure. Je vais vous en montrer quelques-uns tout à l'heure. On part en phase 2, très bien, donc c'est une impulsion. Ça va durer quelques bougies. Dès que l'impulsion est terminée, on s'apprête à relâcher. Phase 3, ça peut être aussi au baissier si c'est une haussière, mais ça c'est une tendance. Donc c'est un rouleau compresseur. Le rouleau compresseur, on va essayer de suivre la tendance. Okay. Et phase 4, contraction des bandes de Bollinger. Les cours sont généralement nerveux, il n'y a plus de tendance, il n'y a plus de dynamique, on n'a rien à faire en phase 4. Enfin, normalement non, sauf si vous avez des positions qui ont été prises sur des unités de temps plus long terme, mais remontez au moins vos stops à ce moment-là. C'est une bonne... parce que ça peut repartir après à la hausse ou à la baisse, évidemment, on n'en sait rien. Le marché étant ce qu'il est. Alors, juste un truc aussi, on n'enchaîne pas dans l'ordre phase 1, 2, 3, 4. Hein. On peut passer de phase 1 en phase 3 instantanée, on peut passer de 2 en 4. Vous voyez, donc ça c'est simplement la typologie que je vous donne pour pouvoir vous y retrouver en un coup d'œil sur le marché, savoir quel type de marché, à quel type de marché vous avez affaire et quelles sont les stratégies que vous pouvez appliquer ou vous ne pouvez surtout pas appliquer. Voilà. Alors à partir de tout ça, on fait un petit résumé, c'est la conclusion. Moi j'ai appelé ça les enseignements capitaux révélés par les phases ou par le Bouddha. Bah, il est très simple. C'est qu'en phase 1 de range, de petits profits en swing, j'ai mis point d'interrogation parce que ça dépend de la taille du range, hein, tu prendras. En phase 1 de squeeze, dans les starting blocks, le signal, et j'aurais dû mettre de l'unité de temps inférieure bien sûr, tu attendras. En phase 2, un mouvement rapide, tu géreras et ton profit rapidement aussi tu prendras. En phase 3, la tendance tu accompagneras, donc avec des stratégies de suivi de tendance. Et en phase 4, fermeture de volatilité, plus de tendance, plus de dynamique, hors du marché tu seras, et le prochain coup tu prépareras. Grosso modo, si vous exécutez ça, ça va se passer déjà beaucoup mieux. Et alors un truc super important, parce que le trading c'est surtout pas que de la mathématique, et c'est aussi une part de bon sens et de psychologie. C'est très 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 important parce que
l'impact psychologique, hein, on est tous foutus de manière différente, hein. L'impact psychologique est fondamental. À moins que vous ayez une discipline d'acier, ce que je vous recommande de suivre votre système de training à la lettre. Donc discipline d'acier, il ne faut surtout pas se faire prendre par des biais psychologiques. Et moi, ce que je fais toujours en formation, on commence toujours par un petit test, hein, c'est de savoir, avec quelques très rapides questions, je suis capable de savoir si les personnes que j'ai en face de moi sont plus à l'aise dans les stratégies de range, dans les stratégies de tendance, etc. Et ça, c'est une question de psychologie. Donc ce que je dis, moi, c'est que pour chacune de ces phases, une méthodologie et des outils appropriés, c'est des stratégies appropriées, spécifiques, tu utiliseras, mais surtout qu'avec en harmonie avec ton profil psychologique, au début, hein, tout au moins, tu traderas. C'est-à-dire qu'on va se concentrer au départ sur les stratégies qui vous conviennent le mieux, psychologiquement, qui collent le plus à votre personnalité, parce que ce sont ces stratégies que vous exécuterez le mieux. Et si vous exécutez bien une stratégie, elle sera beaucoup plus rentable qu'une stratégie avec laquelle vous n'êtes pas à l'aise. Par exemple, si vous n'aimez pas le contre, n'exécutez pas de contre. Si vous n'aimez pas les sorties d'impulsion rapide, n'exécutez pas les squeezes. Et les market analyzers de la plateforme Wall-Data et du système DTS vous donneront pour chaque stratégie des opportunités. Mais ça, c'est très très important. Et puis après, en progressant, en se faisant la main, etc., on arrive à maîtriser l'ensemble des stratégies. Mais au début, il faut capitaliser sur ces stratégies que l'on a personnellement en natif, quoi. Voilà. Alors maintenant, on va voir l'analyse dynamique plus les phases, et vous allez voir que quand on combine, enfin, si l'analyse dynamique vous a plu, que les phases vous ont plu, vous allez voir que quand on rajoute l'analyse dynamique aux phases, c'est puissance 10 au niveau du trading, au niveau des informations que cela peut vous apporter. Alors, à partir de maintenant, donc, on va empiler les deux mécanismes fondamentaux du système de trading, qui sont l'analyse dynamique et les phases. Alors, j'ai schématisé un exemple concret pour vous. Soit une tendance baissière. Hein, c'est les segments rouges baissiers. On va dire que c'est de l'unité de temps journalière. Si je vous dis j'achète là, vous fermez immédiatement votre PC, vous dites attends, ce garçon est fou, il faut arrêter ça tout de suite, s'il ne va pas acheter une tendance baissière. Mais j'achète dans cette zone-là, la petite pastille verte en journalier. Suis-je complètement fou? Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, ce que je fais, c'est comme je travaille en analyse dynamique, je vais mettre mes niveaux donc de volatilité, par exemple mes bandes de Bollinger, ou des supports et des résistances graphiques importants. Je vais rajouter à mon unité de temps journalière, donc en rouge, les niveaux de volatilité ou de support et résistance graphique de l'hebdomadaire. Et vous voyez, quand j'achète sur cette petite pastille rouge, ok, j'achète, enfin, à un moment dans une tendance baissière de l'unité de temps journalière, mais j'achète un support hebdomadaire. Hein, et on est bien d'accord que plus les supports apparaissent sur des unités de temps lourdes, plus ils sont forts, entre guillemets. Hein, un support, toujours pareil pour prendre une caricature, si vous avez un support en unité de temps 10 secondes en scalping sur le CAC, il a toutes les chances de se faire volatiliser. Un support hebdomadaire, oui, il craquera peut-être, mais il est quand même beaucoup plus costaud puisqu'il s'étend sur des années et les prix ont réagi pendant des années sur cette zone de support. Donc, j'achète sur mon petit point vert, mais c'est pas tout. J'achète pas n'importe où, n'importe comment. J'achète uniquement si et parce que mon unité de temps tactique, c'est-à-dire le 4 heures ou le 1 heure, peu importe, ça dépend un petit peu je vous expliquerai ça aussi de la volatilité du marché, me donne un signal de hausse. Et uniquement à ce moment-là. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelque chose qui est souvent mal compris, parce qu'on dit tout le temps la tendance est ton ami et jouer en contre, c'est perdre. Si vous considérez la dynamique de l'unité de temps journalière, elle est baissière, vous pourrez dire oui, je fais un contre. Mais non, je fais pas un... Enfin oui, non, je fais un contre. C'est-à-dire que j'achète un support hebdomadaire et je ne l'achète que si j'ai mon unité de temps tactique qui me donne un signal haussier. Donc il va repartir ou en phase 2 ou en phase 3 et le tout validé par un signal du système de trading. Et ça a des impacts
c'est toujours pareil, hein, j'y reviens, ça je lâcherai pas, hein. Énorme en matière de money management et de gestion du risque, et donc évidemment de performance de votre portefeuille boursier, parce que si vous achetez un rebond qui est qualifié par votre unité de temps 4 heures ou 1 heure sur un support hebdomadaire, donc avec un signal, vraiment, vous l'attendez, il est très rapide, hein, puisque c'est une unité de temps tactique, elle est généralement 5 fois au moins inférieure à votre unité de temps de contrôle, qui serait le journalier. Vous allez acheter super rapidement, vous placez un stop rapide et vous voyez qu'avec un tout petit peu de chance, même si vous retracez que la moitié du range ou les 2 tiers ou même un tiers du range, c'est pas grave, votre stop est placé excessivement, enfin en proportion, hein, de manière tout à fait rapprochée, et votre potentiel, lui par contre, il a l'horizon qui est dégagé. Donc vous avez un ratio de risque-rendement qui est tout à fait à votre avantage. Il n'y a pas à avoir peur à faire ce genre de choses-là. Alors ça, c'était une des constructions, hein, de l'analyse dynamique et des phases. On a vu qu'il y avait 4 phases et il y a 3 unités de temps différentes. Je vais vous donner d'autres exemples. Par exemple, c'est le cas de le dire, les flèches rouges sont une tendance baissière en unité de temps hebdomadaire. Et vous constatez la présence, enfin la formation d'un squeeze, donc qui prépare une accélération en phase 2 ou 3, en unité de temps journalière. Ça, c'est vos flèches bleues. Comme la tendance est quand même ton ami, votre squeeze, à votre avis, il a plus de chances de sortir de quel côté? Il va sortir, a priori, c'est toujours pareil, ce sera votre unité de temps tactique, donc les petits segments verts, qui va vous donner un signal et qui va vous indiquer la direction probable. Mais comme vous travaillez une sortie de squeeze, donc une cassure de volatilité dans une tendance baissière, ce squeeze aura beaucoup plus de probabilité de sortir à la baisse, donc d'avoir une impulsion baissière forte en plus, parce que c'est une sortie de squeeze qui se place dans une tendance baissière, donc ça risque de sortir assez méchamment. Si par hasard, on verra ça en détail dans les webis suivants, votre squeeze sortait à la hausse, c'est que votre tendance de votre unité de temps supérieure, donc hebdomadaire, ça vous pouvez être tranquille qu'elle est terminée, elle est morte, normalement. Voilà. Autre exemple, rapidement, vous êtes, alors on va dire en hebdomadaire, en range, donc avec vos bandes de Bollinger ou vos supports résistance graphique, vous avez un squeeze qui se forme quelque part au milieu. Là, les probabilités sont even, enfin sont égales, c'est-à-dire que vous pouvez sortir par le bas ou vous pouvez sortir par le haut, merci pour l'information. Mais toujours pareil, ce sera votre unité de temps tactique qui va vous indiquer la direction à suivre. Mais, information très importante, en utilisant dynamique plus phase, c'est que votre objectif maximum, je dirais, enfin c'est pas sérieux, mais sera si ça sort à la baisse, votre bande de volatilité inférieure ou votre support inférieur. Bien sûr, ça peut, puisque c'est 8 fois sur 10, les cours sont contenus dans les enveloppes de volatilité Bollinger, bien sûr que ça peut sortir 2 fois sur 10. Mais vous avez surtout 8 chances sur 10 de rester à l'intérieur. Donc si votre squeeze, l'impulsion se développe jusque votre support de volatilité, votre objectif maximum raisonnable, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, l'objectif maximum raisonnable sera la Bollinger de votre unité de temps supérieure, si vous êtes en range de phase 1, bien sûr. Évidemment, vous pouvez jouer les 20% de continuation, mais ça sera assez exceptionnel, enfin, ça sera 2 fois sur 10. Et j'avais un ami trader à moi de très grande expérience, mais qui était aussi très drôle, et qui disait si vous jouez des événements ou des configurations exceptionnelles, vous gagnerez peut-être, mais exceptionnellement. Donc, et nous, c'est pas du tout ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même de gagner régulièrement, et bien, le mieux possible en tout cas. Donc je vous ai donné l'autre exemple aussi, pareil, sortie de squeeze à la hausse. Après, il faut... Alors, un autre aspect
de l'utilisation conjointe de l'analyse dynamique et des phases, c'est que tout de suite, vous allez voir si vous faites une bêtise ou pas. Quel est le potentiel du trade? Par exemple, toujours pareil. C'est le même exemple que tout à l'heure, sauf que le précédent, sauf que vous êtes en range de phase 1, donc 8 chances sur 10 que les cours restent à l'intérieur de cette enveloppe, sauf que votre squeeze se forme très proche de votre bande de Bollinger, l'enveloppe de volatilité supérieure. Vous savez que vous avez 8 chances sur 10 de ne pas la passer. Vous savez que vous avez un tout petit potentiel, vous pouvez le mesurer, je ne sais pas, ça va dépendre de la volatilité du marché au moment où vous le regardez, mais vous allez vous dire, ouais super, j'ai une sortie de squeeze, mais ah non, attendez, 3% au-dessus, j'ai une résistance dynamique qui passe, donc je ne vais pas me prendre la tête, je ne vais pas sauter au plafond pour me taper la tête dans le plafond. Donc vous laissez passer le trade. Vous pouvez l'évaluer comme ça en utilisant l'analyse dynamique et l'analyse de phase, voir en fonction de l'endroit où se situe votre phase et de l'endroit où se situent vos prix, voir quel est le potentiel, donc non seulement les stratégies et ainsi de suite, mais quel est le potentiel théorique du trade. Et j'ai rajouté une petite photo, vous voyez, c'est des gens qui jouent au football et il y en a un qui joue en tenue de plongée avec des palmes. C'est du bon sens, simplement. C'est pas parce qu'on peut faire quelque chose qu'on va faire quelque chose. C'est pas parce que vous avez un squeeze que vous allez que vous allez jouer le squeeze. Si vous travaillez en mono UT, oui peut-être, mais si vous travaillez en dynamique, vous allez voir tout de suite que c'est pas la peine. Donc ça vous évite de faire une erreur potentielle. Même chose que tout à l'heure sur les squeezes, les probabilités sont pas identiques, donc ça c'est redondant, je vais l'effacer. Une autre configuration, alors ça c'est une super configuration aussi, le genre de choses qu'on recherche et qui est détecté par les modules de DTS, enfin les signaux en tout cas. Vous avez sur votre unité de temps supérieure une phase 3 baissière, donc une tendance, le rouleau compresseur, comme je le mettais dans la charte, ou haussière, rouleau compresseur haussier, et vous avez au niveau de votre unité de temps de contrôle, donc là ça serait du journalier, aussi une tendance. Donc là, il n'y a pas de doute, vous êtes en double tendance, et la tendance, alors là pour le coup c'est vraiment votre ami, vous ne jouez que des stratégies de tendance. Et ces stratégies de tendance, les points d'achat, je vais vous montrer des indicateurs, enfin des indicateurs que j'ai développés qui sont à n'utiliser que dans les stratégies de tendance et qui vous permettent de trouver les points de renforcement ou de suivi de tendance. Donc là, tout de suite, vous savez quoi faire. Et tant que vous n'avez pas une méga résistance, par exemple graphique, ou encore une Bollinger de l'unité de temps supérieure juste au-dessus, vous pouvez y aller, vous pouvez continuer de jouer la tendance. Donc une double phase 3 entre votre unité de temps supérieure et votre unité de temps de contrôle. Et ne contrez jamais ce genre de mouvement. Ça c'est dévastateur, c'est double rouleau compresseur. D'ailleurs je crois que j'ai un exemple après pour vous le montrer. Ne faites jamais ça se passe souvent très très mal. Alors il y a d'autres combinaisons, on a les phases et on a 3 UT, 4 phases, enfin 4 ou 5, donc ça fait au moins 12 combinaisons différentes. Je ne vais pas toutes vous les montrer ici, on ne va pas passer la journée là-dessus, mais si ce genre de méthodologie vous intéresse, effectivement il y aura des webinaires après où on va expliquer tout ça et revoir l'ensemble des stratégies qui peuvent s'y appliquer. Maintenant une chose, pour faire la liaison avec ce genre de chart, vous voyez qu'ici on a l'affichage simultané de votre unité de temps de contrôle et de votre unité de temps supérieure. Et comme je vous le montrais par exemple dans ce chart là, c'est très important de savoir comment ces phases s'imbriquent et quel est le niveau des prix à l'intérieur de cette nomenclature des phases. Donc, je vous propose dans le système DTS la chose suivante, c'est que j'ai mis sur le même écran graphique, quelle que soit l'unité de temps que vous travaillez, vous avez les bandes de Bollinger donc de votre unité de temps de contrôle et une enveloppe grisée qui est l'enveloppe de l'unité de temps supérieure. Et quand vous voyez ça, alors en fait ça change rien mais ça change tout. Si vous voulez, vous pouvez l'avoir sur deux écrans différents, mais quand vous l'avez sur le même écran, vous voyez immédiatement le positionnement de vos prix et de vos phases par rapport au marché. Alors d'ailleurs voilà, tiens, c'était l'exemple dont je parlais, quand vous êtes en double phase 3 baissière, ici vous en avez une,
Bande de Bollinger, l'unité de temps supérieure, bande de Bollinger, l'unité de temps supérieure. Donc, clairement tendance phase 3 baissière. Et vous avez la même chose au niveau des Bollinger de votre unité de temps de contrôle. Donc, quand je vous disais tout à l'heure, évitez de contrer ce genre de mouvement. Il y a de bonnes raisons. Vous ne contrez jamais le premier seul moment où vous commencez à vous poser la question de contrer ce mouvement, c'est quand on passe en phase 4. Vous voyez, fermeture de volatilité, hop là, dynamique interrompue. Effectivement. Est-ce que... Oui, il y en a une deuxième ici. Donc là, vous voyez, bande de Bollinger, unité de temps supérieure, phase 3 baissière, on a une impulsion, fermeture, arrêt de l'impulsion. Là, je ne dis pas que vous contrez, hein, c'est juste à ce moment-là que vous pouvez commencer à vous poser la question, en cas de signal de l'unité de temps inférieure, à contrer ou pas le mouvement. D'autres choses aussi, on parlait de squeeze. Vous voyez sur la plateforme WallData, vous allez avoir des bandes violettes comme ça qui s'affichent de temps en temps sur les prix. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si vous regardez simplement les Bollinger là, qui évoluent à plat, vous dites tiens je suis en range. Enfin, vous pourriez vous dire tiens je suis en range. Non, non, vous n'êtes pas du tout en range, vous êtes en squeeze et on attend une cassure qui d'ailleurs se produit. Et vous voyez d'ailleurs, hop là, suite à la cassure, l'accélération, phase 4, terminer l'accélération, point de sortie, ou moins de prise partielle de bénéfices. Hein. Donc ça, c'est une idée simple, je pense, mais si vous utilisez cette méthodologie, vous allez voir que ça vous apporte un confort qui est absolument, à mon sens, plus qu'appréciable. De pouvoir se situer immédiatement dans les phases et le niveau des phases. Voilà, donc ça permet de sentir quel type de stratégie on peut utiliser et ainsi de suite. On va pas revenir là-dessus. Donc les squeeze, c'est des formations, des sorties assez fortes. Qu'est-ce que voilà? Eh ben voilà. Un autre exemple, c'est quoi? VK Valourec en unité de temps 4 heures. Vous voyez, pareil, formation les formations violettes apparaissent sur le graphe. Quand ça casse ici, donc c'est du 4 heures, vous pouvez être tranquille qu'en 1 heure vous avez un signal baissier, on va voir ça après, hein, c'est les signaux de cycle moi que j'utilise, qui vous dit attention, blop, là, ça part à la baisse. Donc vous voyez que les squeeze, il faut faire très attention. C'est extrêmement intéressant parce que ça peut donner lieu, et c'est maintenant, vous voyez là on est en début de, on va passer en phase 3. Ben, ça donne des grosses impulsions quand même entre 29 et 25, 4, une vingtaine de pourcents en unité de temps 4 heures, ce qui est énorme. Hein. Y a des très beaux mouvements, ils sont évidemment pas tous comme ça, des fois ça va marquer que 5, 6, 10%, mais vous avez... et ça permet aussi de placer des stops très rapprochés. Bref, on va pas s'étendre là-dessus. Qu'est-ce que j'ai... Oui, alors, si, quelque chose d'excessivement important, le module DTS, donc de WallData, le module que j'utilise et que je vous propose aussi, vous voyez, a quelque chose de totalement différent par rapport à ce que vous pourrez trouver, je pense, hein, sur d'autres plateformes de trading, mais c'est quelque chose non seulement de différent, mais qui à mes yeux est totalement essentiel. Et pour ceux qui me connaissent depuis des années, vous allez comprendre pourquoi je suis passé maintenant sur la plateforme X de WallData. C'est très simple, c'est que les market analyzers, donc les screeners qui vous permettent de déterminer, enfin de trouver les signaux de trading, pour prendre ici l'exemple du squeeze, vous permettent de les détecter en multi-unités de temps et avec multi-signaux. C'est-à-dire que vous voyez, ici j'ai une colonne qui me détecte les squeezes en unité de temps une semaine, ici en unité de temps un jour. Alors autant vous dire qu'ici, quand vous avez un seul squeeze, à la fois, normalement il y a des belles impulsions. Quand vous avez, comme par ici sur Lafarge, un double squeeze hein, en hebdo et en journalier, c'est que normalement ça va partir très fort. Mais partir très fort, vous n'allez pas non plus vous retourner toutes les unités de temps à la main, toutes les unités de temps inférieures. Vous avez les unités de temps tactiques qui s'affichent avec des signaux. Alors ici, j'en ai mis que quelques-uns. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'outils. D'ailleurs, 4 outils au total. Donc des signaux de cycle, synchronisation, etc. Et si c'était un nouveau signal, donc la première bougie d'un signal qui vient de se valider sur votre unité de temps tactique, eh ben vous l'aurez qui apparaîtra dans cette colonne-là. Il y aura marqué new. Nouveau. Donc vous savez immédiatement que c'est...
voilà, vous pouvez en un clin d'œil screener vos marchés. Ici, c'est du CAC 40, bon, peu importe, vous pouvez screener n'importe quoi. Les indices américains, si ça vous fait plaisir, ou le Forex, ou les fonds, hein, les SICAV, les FCP, et obtenir en un clic, je dirais, la vue du marché avec les configurations, les stratégies, et donc les signaux qui vont derrière, en multi-unité de temps, donc en analyse dynamique. Et pour moi, ça, non seulement ça m'épargne un temps fou au niveau de la recherche des configurations de marché, mais c'est excessivement pratique parce que vous balayez ça d'un coup d'œil et vous avez immédiatement en analyse dynamique le moment où votre signal, enfin où il faut prendre le signal si vous avez l'indicateur new qui s'affiche dans l'une des colonnes des indicateurs de prise de position. Donc les market analyzers, en ceci de tout à fait spécifique chez Wall-Data, c'est qu'ils sont multi-UT, donc une analyse dynamique avec un Y, excusez-moi, et ils sont multi-signaux. Vous allez voir tout de suite la synchronisation par exemple du cycle, le signal, celui-là c'est un vert, donc c'est a priori un haussier sur l'unité de temps tactique. Tout simplement. Alors vous allez avoir déjà vous avez de la chance si vous n'êtes pas sur Wall-Data bien sûr, vous avez de la chance si vous avez accès à des screeners, mais généralement les screeners qu'on vous proposera vous détectent un signal sur une unité de temps. Voilà, pas plus. Donc c'est pas du tout la même, chose. On n'est absolument pas le support de l'analyse dynamique. Et à chaque fois, il vous faudra vous faire retourner les screeners avec, je sais pas si vous avez 4 ou 5 signaux sur les 4 ou 5 signaux sur les 2-3 unités de temps inférieures. Donc vous allez bosser le soir pour analyser les marchés, alors que là c'est fait en un clin d'œil. Et moi je sais aussi, dû à mon âge qui commence à avancer, que j'ai pas envie de passer mes journées derrière les ordinateurs, et que ce genre de market analyzer me donne instantanément les configurations potentielles à trader sur le marché. De notre côté aussi, beaucoup de gens travaillent et n'ont pas nécessairement envie de passer leur week-end à faire tourner screener par screener et unité de temps par unité de temps. Donc ça c'est un gain de temps plus que précieux. Donc voilà pourquoi maintenant je travaille avec Wall-Data et pourquoi nous avons monté un module qui s'appelle le module DTS, hein, donc Dynamic Trading System, qui reprend tous mes indicateurs et les méthodologies de phase et d'analyse dynamique sur le système. Je vous ai ici laissé leur numéro de téléphone. Si vous voulez les appeler, ils vous répondront. Alors rapidement aussi, donc le système DTS est bâti sur des concepts d'analyse dynamique et de phase, hein, voilà. Et le tout est pelé par des market analyzers multi-UT, multi-signaux. Ça, à mon avis, ça n'a pas de prix. Mais comme chaque phase dispose de sa propre personnalité, vous avez bien vu, impulsion, c'est pas du tout la même chose qu'une tendance. Un range, c'est la même chose. Si vous traitez par exemple des divergences et macédées dans des tendances, vous n'allez pas comprendre pourquoi par moment ça marche super bien les divergences et pourquoi par moment ça marche pas du tout. Simplement qu'une divergence ça marche bien dans les ranges et ça marche pas du tout dans les tendances. Voilà. Donc vous allez avoir tout ce genre de renseignements, vous saurez où intervenir et que faire, quoi ne pas faire avec quel type de stratégie, mais c'est surtout que pour travailler chaque typologie de marché, il va vous falloir un ou deux outils que personnellement au cours des 25 dernières années j'ai développé pour pouvoir traiter uniquement tel ou tel type de stratégie sur tel ou tel type de phase. Donc chaque phase doit faire l'objet d'un traitement spécifique à l'aide d'outils appropriés. Donc moi j'ai cycle, puissance relative, système d'impulsion, poussée volume et encore un ou deux dont on ne parlera pas. Donc pour répondre à cette attente et surtout de façon simple. Et maintenant, si vous voulez, en quelques minutes, je vous montre un petit peu comment ces outils fonctionnent. Alors le premier d'entre eux, je l'ai appelé la puissance cycle. Alors, c'est un indicateur tout à fait spécial. Les indicateurs de cycle sont plus qu'excessivement rares dans les bibliothèques d'analyse technique. À ma connaissance, il y en a un autre qui existe, qui n'est pas bâti de la même manière et qui ne donne pas le même type de signaux, enfin qui n'a pas la même finalité en tout cas.
Donc celui-ci, c'est l'un de mes indicateurs de prédilection que j'utilise quelles que soient les phases, quelles que soient enfin tout le temps sur l'unité de temps tactique et ainsi de suite. J'ai toujours à l'œil et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, comment est-ce que ça fonctionne cette histoire? C'est très simple. Vous avez deux courbes qui représentent des cycles. Hein. Ça n'a rien à voir avec des momentum, des stochastiques ou des choses comme ça. Vous avez une courbe qui est un petit peu plus grasse et une courbe qui est un petit peu plus légère, fine. Le cycle, qui est en caractère, en trait plus épais, représente le cycle, en fait, pour simplifier, de votre unité de temps supérieure. Et la courbe fine, elle, c'est le cycle de votre unité de temps de contrôle, celle sur laquelle vous travaillez. Là, c'est du LVMH en une semaine. Ok ? Donc maintenant, il y a deux types de signaux que l'on peut dériver des informations de cet indicateur. La première, c'est une information de synchronisation. Alors en deux mots, je vous ferai un webinaire là-dessus, mais ça risque de durer 1h30, je pense. Quand les deux cycles se synchronisent, par exemple, je vais prendre le premier signal, à la baisse, ça développe une impulsion baissière. Voilà. Il faut que les deux soient synchronisés dans le même sens. Vous avez le suivant, tiens, voilà, qui est une synchronisation, vous voyez, au moment, la barre verticale verte, le moment où les deux cycles se synchronisent à la hausse. Là, vous avez la possibilité du développement d'une impulsion haussière. Et vous pouvez regarder toutes les barres que j'ai mis, les grandes barres verticales. Ce sont des synchronisations de cycles, tout simplement, à la hausse ou à la baisse, ou à la hausse, hausse, baisse, et ainsi de suite. Okay, donc je ne les ai pas forcément tous mis, notamment là où j'ai mis des flèches pour pas trop surcharger non plus le graphe. Mais vous remarquerez simplement la réponse des prix. Donc l'indicateur est... alors là on est en mono UT, pareil, on va le travailler en dynamique. Donc même en mono UT, il est très rapide et il est surtout très fiable. C'est-à-dire que vous allez voir que sur ce graphe, qui est pourtant, on part de 2008 en hebdomadaire, donc c'est quand même une période de temps très, très étendue, vous n'avez pas de faux signaux. Vous verrez ça sur tous vos graphes. Pas de faux signal dans le sens où si vous avez une synchronisation haussière, vous n'allez pas avoir les prix qui vont sonder à la baisse. Je l'ai construit de façon à ce que ça n'arrive pas. Donc vous n'allez pas tomber dans des pièges. Vous pouvez par exemple avoir, je sais pas, un indicateur stochastique qui part à la hausse et les prix qui partent à la baisse. Ça, c'est pas du tout impossible, notamment dans une tendance. Donc voilà, simplement noter quelques-uns de ces impulsions, de ces tendances. Alors faites attention, des fois c'est pas forcément, ça n'a pas l'air de grand chose sur le graphe, mais on va en prendre une petite, voilà, entre 120 et 145. Ça vous fait quand même, en hebdomadaire bien sûr, ça vous fait quand même de sacrés mouvements à suivre. Donc quel que soit votre unité de temps, de toute façon je vous conseillerais fortement de suivre les indications des cycles, et surtout des cycles des unités de temps supérieures. Et l'indicateur enfin voilà, comme je disais au début, ne vous piégera pas. Ne vous piégera pas. Il vous donne des points d'entrée et des points de sortie, c'est-à-dire que tiens, voilà. Par exemple, sur cette phase de hausse là, on est synchrone sur les deux cycles et à un moment le cycle court, donc de votre unité de tour de contrôle, se retourne à la baisse. Ça c'est sortie, a priori. Sortie, c'est-à-dire que ça peut effectivement continuer à se développer. Bon, cette tendance est vraiment super exacerbée. Mais c'est une zone que moi j'appelle une zone neutre. Quand les deux cycles sont désynchronisés, il vaut mieux ne rien faire. Et vous voyez que les points de sortie généralement sont plutôt bons. Baisse, sortie, et donc ça c'est le retournement du cycle. Du cycle court, donc le cycle de votre unité de temps de contrôle qui vous donne les points de sortie, et la synchronisation des deux cycles qui vous donne votre point d'entrée. Le tout étant évidemment détecté, vous voyez les petites dans le market analyzer,
Là, on a les cycles synchronisation. Quand vous avez, alors pas sur la synchronisation, il n'y avait pas de nouveau cycle, hein, je vais vous parler du deuxième signal après. Donc probabilité de continuation, quand c'est nouveau, à la première bougie donc de votre unité de temps tactique, vous allez avoir le signal. Donc vous savez que vous avez un potentiel d'entrée sur le marché. Le deuxième signal, on va prendre les premiers. Vous avez un cycle de votre unité de temps supérieure qui est haussier. Et vous avez votre cycle de votre unité de temps de contrôle qui redescend jusqu'en zone de survente. Vous avez un cycle haussier sur l'unité de temps supérieure. C'est lui qui donne la tendance. À partir du moment où vous avez une redescente en zone de survente et un retournement, vous avez un point d'entrée pour suivre la tendance. C'est les petites flèches vertes. Même chose à la baisse. Vous voyez qu'ici on serait plutôt dans un marché, dans une zone de cafouillage. Hein. Mais vous avez un cycle long qui est baissier, et tant qu'il se situe d'ailleurs dans sa zone de survente, hein, le signal est valable. Vous avez le cycle court qui remonte. Quand il se retourne, vous avez les points d'entrée à la baisse. Voilà, tout simplement. Donc c'est super facile à lire, détecté en multi-signaux par le screener de WallData, donc du système DTS. Moi j'aime beaucoup cet indicateur parce que, déjà il ne donne pas de faux signaux. Ça ne veut pas dire que, comme toujours, hein, quand on prend position, c'est jamais jusqu'où les cours vont aller. Ça serait prévoir le futur, et donc à moins de s'appeler Nostradamus ou Madame Irma, ça reste d'être un petit peu compliqué. Si quelqu'un un jour vous raconte qu'il prévoit où aller les cours, vous pouvez arrêter tout de suite et ne surtout pas l'écouter, c'est totalement impossible. Par contre, lui, il vous donne l'essentiel, ce qui est votre point d'entrée et un point de sortie raisonnable. Voilà. Et le tout permettant, comme d'habitude, a été calibré pour pouvoir placer des stops hyper rapprochés. Voyez, donc même sur des petits mouvements ici qui doivent faire, je sais pas, 10-15%, vous allez pouvoir placer un stop à 1 ou 2%. Tout simplement. Et ça vous fait un super ratio potentiel, hein, bien sûr, de risque, rendement. Donc de toute façon, tous mes indicateurs ont été calibrés pour vraiment répondre aux exigences de ratio risque-rendement. Et pour ne rien vous cacher, je ne prends pas un trade si j'ai un risque ratio qui est inférieur à 6. C'est-à-dire que je peux perdre 1 et gagner 6 en théorie. Voilà, théorie, puisque l'objectif est toujours théorique. Mais en dessous de ce ratio de 6, que certains jugeront particulièrement exigeant, mais que je juge moins un minimum à respecter en matière de trading si on veut vraiment gagner de l'argent. Et vous allez avoir des opportunités partout, hein, qui vont être détectées avec les market analyzers de la plateforme WallData et du système DTS. Vous allez avoir plein d'opportunités que vous pourrez jauger justement avec l'analyse des phases telle que nous en avons discuté précédemment. Donc j'ai mis une ou deux flèches vertes, vous voyez, pour vous indiquer simplement le retournement des cycles et les points de sortie. Voyez, point d'entrée, point de sortie, hop hop. Point d'entrée, point de sortie, hop hop. Pour vous expliquer un petit peu comment cette chose travaille. Voilà, donc en quelques mots, c'était cet indicateur que j'utilise tout le temps. Il fait beaucoup plus. Hein. Il y a notamment une notion de comportement du cycle par rapport à l'évolution des prix qui est très très importante, qui vous permet de vraiment sentir quelle est la dynamique du marché. Mais ça, on verra ça dans le webinaire suivant qui sera absolument et uniquement consacré aux stratégies de cet indicateur. Système d'impulsion. Alors, dans le système d'impulsion, il y a plusieurs signaux. Il y a le signal de squeeze bolsant, on l'avait vu tout à l'heure. Donc, vous avez tout à l'heure, je vous ai montré par exemple des signaux, enfin des configurations de double squeeze. D'ailleurs, ici aussi, d'ailleurs, c'en est une. Vous êtes ici en 4 heures et donc ici en 1 heure. Vous voyez qu'il y a un squeeze bande violacée. Et vous voyez que j'utilise, tout à l'heure quand je parlais d'outils que j'allais utiliser pour gérer ces positions. Quand vous savez que vous êtes en squeeze, vous attendez le signal. Là, par exemple, sur le squeeze 4 heures de Valorec,
vous avez ces positionnements, effectivement, donc squeeze baissier, le cycle qui remonte fort et qui se retourne. Ça, c'est un signal de baisse. Surtout celui à suivre, ça serait par exemple celui qui se situe au niveau de la cassure. Et après, quand vous partez en tendance, la même chose, il vous donne hop, des signaux qui peuvent être des points de renforcement, si vous le désirez, pour suivre votre trade. Et à un moment, ça s'arrête. À un moment, j'aurais dû mettre une barre verticale. Vous avez une synchronisation haussière des deux cycles, hein, qui doit se faire quelque part par là. Oui, cycle long, cycle d'unité de temps supérieure repart à la hausse. Et le cycle court aussi, donc par là, lâchez la position. Si vous n'avez pas déjà fait parce que vous étiez passé en phase 4 sur les bandes de Bollinger 20 périodes, donc celle de votre unité de temps de contrôle, et ce qui vous signifie clairement l'arrêt probable du mouvement de baisse précédent. Voilà. Tout simplement. Donc toujours pareil, Market Analyzer, du DTS en multi-UT, vous pouvez en mettre 2, vous pouvez en mettre 3, et travaillent tous en mode dynamique. Tous les outils ont été créés avec du sang, de la sueur et des larmes, et beaucoup de travail pour répondre exclusivement à ce genre de stratégie. Voilà. Ah oui, et certains travaillent en pré-signal, enfin beaucoup d'ailleurs même travaillent en pré-signal, c'est-à-dire que euh, là, dans la colonne, dans cette colonne-là, indicateur de puissance cycle, vous avez pré-signal de continuation. Un pré-signal de continuation, c'est quoi? C'est exactement ça. Si vous avez un cycle long, par exemple baissier, le court qui remonte et qui va se retourner. Au-delà d'un certain ratio, on dit attention, la corde est vraiment tendue et si ça se retourne, oui, vous avez un point d'entrée de trade. Le truc, c'est toujours en analyse dynamique de façon à ne pas perdre de temps, de pouvoir placer le stop le plus rapproché possible. Il va vous donner un pré-signal, c'est-à-dire qu'il va vous dire, il ne va pas attendre que le signal ici soit validé. Il va vous dire attention, c'est une zone où si il se valide, à ce moment-là, vous avez un point d'entrée. Et qu'est-ce que vous faites maintenant? Très simple, vous passez sur l'unité de temps inférieure, et dès que l'unité de temps inférieure vous valide un des signaux du système DTS, là vous avez le point d'entrée. Vous gagnez encore quelques bougies. Parce que vous voyez, dans ce genre de trade, même si vous prenez ce signal-là, toujours pareil, hein, votre stop, vous pouvez le placer super rapproché à partir du moment où l'unité de temps inférieure part. Bon, ça c'est du 1 heure, donc c'est l'exemple, c'est toujours la même mécanique. Hein. Et vous voyez la façon dont les signaux s'architecturent au niveau de l'unité de temps supérieure. Vous prenez un tout petit risque, si vous avez de la chance, ça c'est de la probabilité, qui est vraiment une tendance qui se développe ou même une impulsion derrière, vous avez un ratio de risque et rendement qui est tout à fait à votre avantage. Et vous voyez donc les signaux de continuation, c'est pour ça que j'appelle ça des pré-signaux de continuation de cycle qui s'affichent, tac, 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 et ça vous donne, voilà, ça, sur votre unité de temps, voilà les niveaux des points, sur votre unité de temps supérieure. Si vous jouez en mono UT, jamais vous ne rentrerez là. Vous avez même des gens qui attendent la cassure de la bande de volatilité, ou et même des fois une ou deux bougies de cassure de volatilité avant de prendre impulsion. Autrement dit, vous êtes là, vous avez perdu au moins la moitié du mouvement, et vous prenez un risque énorme, parce que vous pouvez avoir un pullback, vous ne savez jamais quand il va arriver le pullback, hein, la fermeture en phase 4 ici par exemple. Donc voilà pourquoi j'aime bien mon système DTS et mon indicateur de cycle. Autre outil, très rapidement, c'est le deuxième du système d'impulsion. Donc j'ai une courbe, ici très simple, qui donne des impulsions. D'accord, on verra en détail, toujours pareil dans les webinaires, de quoi c'est fait, pourquoi, comment ça marche et quelle est la logique derrière. Très bien. Toujours est-il que ce système marche selon des principes de volatilité. Les impulsions qui se développent dans le marché, et même que si vous preniez un stochastique ou même une MACD, vous voyez, il est hors de question de prendre tous les signaux, n'importe où, n'importe comment. Non, non, non. Il faut attendre les moments vraiment les plus propices pour les cibler. Et il y a des moments que j'appelle des zones de contre-mesure, je vous expliquerai pourquoi, où cet indicateur d'impulsion va dépasser une des bornes de volatilité qui est calculée, donc c'est l'enveloppe grise. Vous voyez, donc quand ça dépasse à la hausse, une coloration rouge, et à la baisse, c'est vert. Ça, pareil, hein, ça va dépendre aussi
des phases de marché, mais ce sont des points d'intervention qui sont super intéressants. Et qui, effectivement, quand vous avez des signaux qui interviennent alors que dans ces zones-là, qui sont des zones extrêmes d'impulsion, vous avez au minimum une latéralisation, et normalement, enfin selon les phases, toujours pareil, on recadrera ça avec des checklists de vol hein, dans les webinaires suivants. Vous avez des pullbacks ou des retournements qui se mettent en place. Donc là, je vous en ai donné quelques-uns sur quoi? Sur Lafarge en unité de temps journalière. Donc ici, revente, ici achat. Vous voyez, vous n'êtes même pas sur un support Bollinger ou quoi que ce soit, mais ça c'est une zone d'achat. Ici, il y a eu, je sais pas ce qui s'est passé, c'est parti en flèche à la hausse. Ok, très bien. Ouais, oui, mais non. Zone de contre-mesure. Vous attendez le retournement hein, avec les signaux de votre unité de temps inférieure, et là c'est au moins terminé. Et une petite conso. Petite conso de 67 à 63, ok, très bien. Pareil ici. Hein. Euh, et, et, et une fois de plus, toujours la même chose, avec ces 3-4 outils que personnellement j'ai toujours affichés à l'écran. Quand j'arrive, par exemple sur Lafarge en unité de temps journalière sur une zone, alors celle-ci en plus est intéressante, je suis en zone de contre-mesure et je suis en appui sur une Bollinger, pourquoi pas. En plus, grosso modo, ça doit correspondre, non, je sais pas, enfin bon, peut-être un niveau de support graphique. Je ne l'ai pas tracé, peu importe. À ce moment-là, vous ne posez pas la question, vous regardez votre unité de temps inférieure, le 4 heures. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes là? Tac, vous avez une synchronisation des cycles. Ça repart à la hausse. Et voilà, et vous avez ce mouvement-là qui se développe. C'est tout simple. Que vous dire de plus là-dessus? Pas grand-chose, à part que ça marche toujours de la même manière. Vous remarquerez que j'ai changé un petit peu le paramétrage des market analyzers. Hein. C'est pour. Alors vous aurez un market analyzer global, donc qui vous permettra d'avoir tous les signaux à la fois, mais aussi des market analyzers spécifiques, donc pour les squeezes, les contre-mesures, etc. Donc qui seront organisés automatiquement hein, dans votre système, dans votre plateforme World Data. Il n'y a pas de codage à faire hein, pour ceux qui ne connaissent pas World Data. Tout s'installe automatiquement, paramétrage, couleur, indicateur, market analyzer, c'est tout automatique. Vous n'avez pas à coder, vous n'avez pas à vous tromper, et ainsi de suite. C'est quand même aussi un luxe si on ne veut pas passer ses week-ends à faire ce genre de travail. Alors vous avez vu que là sur la colonne de droite, parce que Morel et Prom m'intéressent, il y a un indicateur qui s'appelle poussée volume, zone extrême. Je vous montre en 2 secondes. Alors ça aussi c'est un indicateur très spécifique. Hein. J'ai pas du tout été pioché dans la bibliothèque des indicateurs qui existent généralement depuis les années 60, 70, 80, surtout 70-80 aux États-Unis, qui sont des indicateurs à mon avis qui étaient peut-être appropriés pour la façon dont les marchés se comportaient à cette époque, et tout au moins, on va dire, jusqu'en peut-être 2008. Après, avec l'arrivée des algorithmes de trading, il y a pas mal de choses qui ont changé. D'ailleurs, si vous utilisez les phases, regardez bien l'enchaînement des phases avant 2008 et après, on va dire mi-2008-2009, vous allez voir que ça a complètement changé. Les algorithmes essayent vraiment de tuer le marché, c'est-à-dire de ramasser un maximum, quoi. Je vous expliquerai un peu comment ils fonctionnent aussi, où les accompagner ou attraper leur point de retournement. Donc, les volumes, généralement on utilise, j'aurais peut-être dû le mettre d'ailleurs, des volumes avec, vous savez, les barres conventionnelles là, qui montrent le volume par unité de temps. Par exemple ici en journalier, je ne sais pas très bien ce qu'on en fait. Des gens qui utilisent ça pour savoir si les volumes dépassent la moyenne mobile 20 ou des choses comme ça. Bref. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un indicateur qui calcule la volatilité des volumes. Donc je l'ai appelé poussée volume. Ça marche de la façon suivante. L'indicateur vous calcule la poussée des volumes, et au-dessus d'un certain niveau de poussée de volume, qui est retranscrit ici sur le graphe par la barre horizontale grisée, c'est vraiment des poussées super extrêmes. Voilà. Donc quand un mouvement se développe, c'est normal, on a une montée en puissance des volumes, mais à un moment, ça s'arrête, et à un moment, ça atteint un paroxysme. Et quand ça atteint un paroxysme, c'est par exemple que, je ne sais pas, dans cette phase-là, tout le monde est passé acheteur sur le marché. Hein, donc tout le monde a acheté. Ça y est, les flux acheteurs, tout le monde s'est positionné. Qu'est-ce qui se passe dans ce genre de mouvement? C'est ça que c'est très dangereux, les consensus de marché. Quand tout le monde est acheteur, on dit que tout le monde est boule, tout le monde a déjà acheté. Et plus personne n'achète. Donc les flux
s'ils sont arrivés dans des zones extrêmes, ont toutes les chances de se retourner, ou au moins de perdre le support de la poussée des volumes haussiers. Et vous remarquerez, avec les petites pastilles rouges, là c'est un exemple sur Renault en unité de temps journalière, que quand on dépasse ces zones-là, bah voilà, le marché, hop, 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 vous avez des points d'intervention qui sont super intéressants. Des fois, qui se conjuguent avec alors là j'ai pas mis les phases, les Bollinger, etc., mais qui se conjuguent aussi, c'est encore mieux d'ailleurs, avec les zones de volatilité, pas toujours, des fois avec aussi les supports et les résistances graphiques, les reports d'amplitude que j'utilise, mais pas toujours. Et que, alors, si vous voulez, j'utilise pas cet indicateur pour entrer ou sortir de position. Je dis simplement c'est une zone de surchauffe à laquelle il faut faire excessivement attention. Donc, quand le système et les screeners du système DTS, donc de World Data, détectent ces points d'entrée, enfin ces points d'accélération maximum sur les volumes, à ce moment-là, je fais excessivement attention à mes phases, à mon analyse dynamique, avec mes quelques outils, style, cycle, impulsion, etc., à voir comment ça se comporte sur l'unité de temps inférieure, et de voir si oui ou non, je peux rentrer en position par la validation d'un signal sur l'unité de temps inférieure, avec un risque le plus petit possible. Hein. Donc toujours avec ce ratio, cette notion de ratio risque-rendement maximum que vous détectera le market analyzer. Ça c'est la poussée des volumes et je l'aime beaucoup. Donc je ne vais pas l'utiliser pour rentrer en position, mais je vous ai bien expliqué, c'est pour détecter les zones d'intervention et vous voyez qu'elles sont loin d'être idiotes. Hein. Alors pareil, ceux sur les graphes sont très très compressés, ça n'a pas l'air d'être grand chose, mais passer de 68 à 50, 57, c'est juste ce petit mouvement là, c'est très 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 rémunérateur. Hein. Et c'est du journalier. D'ailleurs un plan de trade des plans de trade qu'on avait fait pour Bourse au quotidien. Oui, j'ai pas été le chercher bien loin celui-là. Voilà, donc le screener vous prévient zone extrême sur les volumes, de pousser volume, et va vous donner ici, je vous ai mis les cycles. Attention, on a un nouveau cycle baissier sur l'unité de temps inférieure, nouveau, qui vient de s'allumer sur Ubisoft Entertainment. J'ai dû aller sur les marchés large caps, pardon, pas sur le CAC. Vous voyez, ici je travaille en journalier, ici je travaille en 4 heures. Donc là, il faut que je fasse super attention, parce que zone de poussée extrême, retournement de cycle, c'est effectivement un point d'achat potentiel. Et quand vous allez comme ça utiliser vos market analyzers sur la plateforme World Data, c'est pas compliqué, vous choisissez votre stratégie ou simplement le panneau global, vous cliquez simplement sur une des colonnes en fonction de l'indicateur que vous voulez utiliser, ici c'était pousser volume, et vous allez immédiatement vous intéresser que aux signaux nouveaux de votre unité de temps inférieure. Point barre, c'est tout. C'est simple et assez efficace. Voilà, pour une présentation très rapide des indicateurs que je vous propose. L'architecture donc du système de trading, son mode de fonctionnement. Donc maintenant, juste encore une petite chose. Donc le module DTS, la technologie DTS proposée par World Data, comprend plusieurs choses. Vous avez obligatoirement une série de webinaires qui est mise à votre disposition. Donc c'est des webinaires qui expliquent alors vraiment en détail comment utiliser les outils, quels sont les outils, comment ils sont construits, leur logique et ainsi de suite, comment les insérer et les utiliser dans telle ou telle stratégie ou telle phase de marché. Donc webinaire que vous pouvez regarder tranquillement depuis votre canapé le week-end. Vous avez bien évidemment le pack module expert DTS qui comprend tous les outils, les market analyzers qui sont préparamétrés et qui s'installent automatiquement sur tous vos écrans configurés. Vous avez aussi, alors ça j'y tiens, des webinaires de suivi qui sont gratuits parce que même si après j'allais le mentionner, je propose aussi des formations sur site chez World Data. Ce qui est très important et ce qui ne se fait pas généralement, c'est que voilà, on prend un pack, on prend une méthodologie, il n'y a pas de suivi derrière. C'est-à-dire que je vais organiser très régulièrement, je sais pas, ça sera en fonction des questions qu'on me posera, il faut que j'ai assez de questions, c'est des webinaires qui vont durer facilement 1 heure chacun.
Les utilisateurs posent des questions et j'y réponds. Voilà. Donc ça sera posté, vous serez averti, et ça c'est de manière à, si vous voulez, vous accompagner, vous aider à progresser, répondre à vos questions éventuelles, peut-être des fois, alors moi ce que j'aime bien, c'est prendre des exemples qui n'ont pas marché. Voilà, et d'expliquer. Alors peut-être qu'ils n'ont pas marché parce qu'ils n'ont pas marché, ou peut-être que je sais pas, moi j'ai pris position 2 heures avant une déclaration de la Banque Centrale Européenne et le marché est parti de l'autre côté. Là c'est possible, ça arrive, ça c'est normal. Ou peut-être que c'est parce que vous avez raté quelque chose ou qu'il y avait dans le système une information en provenance du système que vous n'avez pas vue. Et ça c'est important. Parce que ça, par contre, ça permet de, non seulement de s'améliorer, d'améliorer les profits, mais d'éviter les erreurs. Donc, moi, je vous proposerai tout à fait régulièrement des webinaires de suivi, donc de perfectionnement et d'accompagnement, de façon à ne surtout pas vous laisser seul derrière vos écrans avec des interrogations non répondues. Moi, ça fait quand même une vingtaine d'années que j'utilise, enfin bon, au début le système n'était pas à ce niveau-là, mais que je l'utilise, donc comme j'en suis le créateur des outils, je les connais, on va dire, excessivement bien. Donc c'est avec grand plaisir que je pourrai répondre à vos questions. Voilà, et donc pour ceux aussi qui voudraient se perfectionner en live ou continuer de progresser, on proposera peut-être des formations sur site. Alors où avoir toutes ces informations? C'est très simple, je vous ai mis l'adresse web du site World sur lesquels vous pourrez retrouver les packs et ainsi de suite. Vous avez leur numéro de téléphone d'appel, donc l'équipe est très sympathique, vous répondra à vos questions éventuelles, donc n'hésitez pas. Et voilà, that's all folks. Et si oui, effectivement, en cas de besoin, de questions réellement techniques, à ce moment-là, je prendrai directement vos appels si l'équipe de World Data le juge nécessaire. C'est avec grand plaisir qu'ils vous redirigeront vers moi et que je pourrai avec vous voir au cas par cas quelles sont les questions que vous utilisez. Que vous avez, pardon. Voilà, j'espère que ce webinaire vous a plu, que ne serait-ce que la méthodologie de l'analyse dynamique et des phases vous sera profitable, ça je n'en doute pas trop. Si vous avez suivi sur Univers Bourse, le site sur lequel j'étais actif pendant des années, vous verrez que le système tourne très bien et que les utilisateurs sont dans les forums plus que contents. Donc n'hésitez pas à regarder ou faire votre propre opinion. Même chose sur Bourse au quotidien, où je poste régulièrement des plans de trade. Alors évidemment pas avec le système DTS, parce que les gens ne le connaissent pas, donc je simplifie toujours avec un stochastique ou un outil qui est peut-être moins performant, mais je peux pas leur parler de poussée volume ou de cycle. Vous regarderez un petit peu la performance des trades et vous verrez que quand ça perd très peu, et que quand ça gagne beaucoup plus en proportion, et c'est exactement ce que l'on cherche à faire en matière de trading. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le webinaire et peut-être donc à bientôt.